Donc on enchaîne avec la première session qui est un petit peu ce jeu des préfixes qui est toujours présent depuis ce matin et finalement depuis l'appel à communication. Donc, comme vous le savez, on avait lancé cet appel à communication, on a eu beaucoup de réponses. Donc, le comité scientifique aussi sur des résumés a donc retenu un certain nombre de communications. Donc là, je remercie tout particulièrement Anne-Olga Rodionov, qui est professeure à l'Université de Paris 8, qui travaille aussi avec nous au laboratoire Gerfaut, d'avoir accepté d'animer cette rencontre, cette session 1 sur le trans, l'hétéro, l'alter. Merci. Et je lui donne tout de suite la parole. Ça marche là ? Écoute, Chris, merci. C'est moi plutôt qui dois te remercier, ainsi que Xavier, de m'avoir invité à participer pour animer cette table ronde. Je propose que, comme le temps est compté, on passe directement à la première intervention de Renaud Plantix, j'espère que je n'écorche pas le nom, et Pierre Cloquette, qui est ici. Je vous laisserai la place. Donc pour une communication intitulée « Philosophie et architecture, contrariétés transdisciplinaires et opportunités interdisciplinaires ». Donc Renaud Plantix exerce la profession d'architecte, il est ingénieur architecte, il y tient beaucoup, docteur en sciences appliquées et professeur invité à la faculté d'architecture de Louvain. Et puis Pierre Cloquette, vous êtes également ingénieur architecte, doctorant et maître de conférence à UCL à Louvain. Donc, quelques mots peut-être avant de vous laisser la parole. Vous avez donc, vous exercez le métier d'architecte, vous avez une agence d'architecture et en même temps dans ce groupe LAA, oui. Vous avez une réflexion à propos de l'architecture et de ses relations plus ou moins fécondes avec la philosophie et certains de ses concepts. Et votre réflexion se rapporte, si j'ai bien compris, au passage de la philosophie à l'architecture, c'est-à-dire en quelque sorte à ce que l'architecture peut offrir, à ce que la philosophie plutôt peut offrir pour penser le projet. Et vous allez mettre en garde, si j'ai bien compris, nous tous, sur les difficultés à transposer des méthodes philosophiques, et en particulier la méthode de Derrida, dont il a été beaucoup question, en faisant référence aux travaux de Peter Eisenman. Et vous préférez, si j'ai bien compris, plutôt que la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire essayer de trouver des concepts communs aux architectes et aux philosophes, et en particulier l'éthique, pour justement se partager des concepts, des questions, pour penser le projet et puis pour peut-être penser une architecture un peu autrement. Autrement dit, vous travaillez à la rencontre entre dire le bien, ce que fait le philosophe, et puis le bien faire, ce que devrait faire l'architecte. Oui, vous avez vanté tout mon propos. Je vais donc déplier le résumé. Bien. Alors cette intervention veut contribuer à la réflexion sur la possibilité de collaboration entre les disciplines philosophiques et architecturales. Elle est collectivement assumée par les membres du laboratoire Analyse Architecture, dit le LAA. Entité de recherche appartenant à la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'Université de Louvain, de l'Université catholique de Louvain, faudrait-il dire, le LAA est un lieu d'élaboration et de diffusion de travaux spéculatifs dans le domaine de la théorie de l'architecture. Les travaux théoriques émanant des membres du LAA ont pour objet l'architecture comprise comme une compétence et une condition de l'humain. Malgré des divergences sensibles, les membres du LAA adoptent pour rendre compte de l'architecture un point de vue commun que l'on peut qualifier d'anthropologique. L'intérêt de ce point de vue est qu'il offre le recul nécessaire pour situer l'architecture parmi les fonctions constitutives de l'être humain telles que le langage, la technique, la société et le droit.
Il permet de voir en effet que l'architecture relève en première instance de la technique, c'est-à-dire de la production outillée des artefacts, et qu'elle remplit un office particulier, celui de produire l'habitat. Une construction pour une habitation, et ceci aux diverses échelles qui vont du territoire à la chambre. C'est donc à partir d'un point de vue extérieur à la philosophie et décalé par rapport à l'architecture que cette intervention évaluera la possibilité d'une collaboration entre philosophes et architectes pour finalement aboutir à une proposition que le LAM espère engageante. Mais dans un premier temps, il s'agira d'accuser l'écart qui sépare radicalement les disciplines philosophiques et architecturales. Écart qui sera vu comme la cause de difficultés qui contrarient l'ambition de collaboration transdisciplinaire. Dans un second temps, il s'agira de reconnaître l'existence d'un lieu de convergence interdisciplinaire où pourraient se rencontrer les philosophes et les architectes pour mettre à profit des compétences partagées. Dans son cours sur l'esthétique, Hegel dispose l'architecture et la philosophie au plus loin l'une de l'autre. La première à la base de l'édifice historique de l'humanité, la seconde au degré le plus achevé de la réalisation de l'esprit. Cependant, la distance qui sépare l'exercice de la philosophie et celui de l'architecture n'est pas de celle qui éloigne les moments d'un processus dialectique, mais de celle qui sépare des droites appartenant à des plans distincts. Du fait de leur attribution sociale, les philosophes et les architectes mobilisent principalement des facultés distinctes et les appliquent à des entités de nature différente. D'un côté, l'exercice de la philosophie mobilise des compétences langagières et se donne pour objets principaux l'effet même du langage, la conceptualisation, sinon les préalables du langage, la perception et la symbolisation. D'un autre côté, l'exercice de l'architecture mobilise une faculté technique distincte du langage et se donne pour objet à traiter les environnements et les corps, individuels et collectifs. La division des tâches fait ainsi évoluer les philosophes et les architectes dans des dimensions culturelles séparées. Or, cette séparation de fait est la cause des difficultés que rencontrent les philosophes et les architectes à établir de relations transdisciplinaires véritablement fécondes. Parce que l'immersion dans des disciplines disjointes trouble la compréhension mutuelle de leurs objets et de leurs démarches respectives, et parce qu'en outre, l'hétérogénéité radicale de leurs pratiques ne se prête guère à des transpositions qui supposent en toute logique l'existence et la reconnaissance de points de comparaison entre la philosophie et l'architecture. Il faut constater en effet que d'une part, les philosophies du concept ou du percept appréhendent mal la subtilité des opérations techniques et industrielles impliquées dans la production de l'habitat, et que d'autre part, les concepts et les démarches philosophiques ne se laissent pas transposer en architecture sans accuser des pertes significatives. Lorsque les philosophies du concept abordent le champ de l'architecture, elles tendent à rabattre la production de l'habitat sur le plan du langage. Ce faisant, elles somment l'architecture d'en reproduire les opérations langagières, conceptuelles ou symboliques. La compréhension de l'architecture que livre Hegel est à ce titre exemplaire. Hegel n'ignore nullement que l'architecture consiste à produire des constructions ayant pour fin l'habitation des personnes ou des dieux. Mais cette compréhension de l'architecture ne suffit à en fixer ni le départ ni l'aboutissement. Dans le dispositif hegelien, en effet, l'architecture comme telle est prise en tenaille entre une architecture dite symbolique et une architecture dite romantique. Au premier stade du progrès architectural, l'architecture symbolique produit des monuments dont la vocation est de, je cite, « par eux-mêmes, donner à penser, éveiller des idées générales », fin de citation. Au dernier stade du progrès architectural, l'architecture romantique retrouve en quelque sorte sa fonction symbolique primitive. L'église gothique, dans laquelle Hegel voit le type le plus achevé de l'architecture romantique, évoque par sa construction, je cite, « les sombres arcades d'une forêt dont les arbres rapprochés entrelacent leurs rameaux », fin de citation, et communique aux spectateurs, l'église gothique, je cite à nouveau, un sentiment d'inquiétude et d'aspiration. Au regard de Hegel, l'architecture comme production de l'habitat ne se suffit pas à elle-même. En tant qu'elle participe des beaux-arts, l'architecture doit se conformer au but de l'art, qui est, je cite à nouveau, de produire au regard une conception née de l'esprit, de la manifester comme son œuvre propre. De même que dans le langage, l'homme communique ses pensées et les fait comprendre à ses semblables. Pareil arraisonnement de l'architecture par le langage, qui détourne l'habitat de ses fins d'habitation, est typique du traitement que lui réservent les philosophes du concept. Cependant, il faut dire que les philosophies du percept ou du vécu, qui tentent méthodiquement de suspendre les effets du langage pour saisir les phénomènes en deçà des représentations qui les voilent, ne garantissent pas un meilleur accès à la production architecturale comme telle.
Accordant une primauté à l'habitant, les descriptions phénoménologiques de l'architecture ne rendent compte, en définitive, que des modulations spatiales de notre existence sur lesquelles influent aussi bien des émergences ou des dépressions naturelles que les ouvrages architecturaux. Décrivant l'expérience de l'habitant au plus près de ses perceptions, elles oblitèrent toute l'agilité technico-productive impliquée dans l'exécution de l'habitat, mais aussi dans son occupation. Par ailleurs, la transposition de concepts et de méthodes philosophiques en architecture pose deux difficultés notables. D'abord, l'importation des concepts philosophiques en architecture se heurte à l'incapacité foncière de l'habitat à délivrer un message articulé. Ensuite, l'application de méthodes philosophiques suppose l'existence avérée et la connaissance préalable de correspondances analogiques entre la conceptualisation philosophique et la production architecturale. Connaissance qui permettrait de déterminer les points d'architecture sur lesquels une méthode philosophique quelconque pourrait efficacement s'appliquer. La transposition de la déconstruction déridienne proposée par l'architecte américain Peter Eisenman, on y revient toujours et encore, faudrait-il dire, témoigne de cette double difficulté. De nombreux architectes et critiques d'architecture se sont soit émus, soit félicités des effets d'une transposition de la pensée déridienne. Mais il faudrait plutôt s'inquiéter du sort qu'Eisenman et ses épigones ont réservé à la pensée déridienne. Car la transposition de la déconstruction à l'architecture rencontre une difficulté majeure qui tient au fait que le philosophe déconstructionniste et l'architecte déconstructiviste occupent des positions incomparables. La déconstruction prônée par Derrida procède en effet d'une posture assumée de lecteur. Renonçant à la construction d'un système philosophique, Derrida s'est fait le récepteur patient et attentif des textes philosophiques en particulier, et du texte en général, c'est-à-dire du monde. Sa lecture, qui incorporait l'écriture, prolongeait et déployait le texte jusqu'à en faire vaciller les sens convenus et en exhiber les non-sens inaperçus. Or, la place qu'occupe l'architecte, et donc Eisenman, est incomparable à une position de lecteur. Participant à la production de l'habitat, l'architecte est professionnellement placé en position d'émetteur, ou plus exactement d'exécutant. S'il peut et doit anticiper l'occupation des dispositifs, il ne peut en revanche occuper simultanément la place du destinateur et du destinataire de l'ouvrage. C'est pourtant à cette position de destinateur que la déconstruction déridienne invite à prendre, soit la position impossible à tenir professionnellement par un architecte de l'habitant, qui, en occupant effectivement les lieux, est toujours en mesure de réviser les destinations de l'ouvrage, d'en modifier les affectations initiales, d'en redistribuer les emplacements prévus, et d'ainsi faire valoir en acte la polyvalence foncière des formes de l'habitat et d'accuser la faiblesse de leur élaboration primitive. Eisenman a dû voir l'impasse de sa position d'exécutant qui devait l'inciter à subvertir la déconstruction déridienne. Il a en effet déclaré « What I am searching for is a way to turn deconstruction from a mode of analysis into one of synthesis ». Mais cette tentative d'inverser le sens de la déconstruction n'enlève rien aux contraintes de sa position. Incapable de mettre en cause par son occupation même le sens, entre guillemets, la destination de l'ouvrage, Eisenman ne pouvait appliquer la démarche déconstructionniste qu'aux notions véhiculées par la tradition architecturale et aux éléments typiques de construction d'autre part. D'une part, du fait de sa position, Eisenman ne pouvait que s'en prendre au concept traditionnel des architectes. Or, la mise en cause des concepts de la tradition architecturale suppose l'adoption d'un mode discursif que les ouvrages d'architecture ne peuvent servir qu'en devenant par un surcroît signalétique les symboles pesants de cette mise en cause. D'autre part, Eisenman ne pouvait que s'en prendre aux types et aux éléments de construction qui constituent, à vrai dire, le signifiant du texte architectural. Or, ce faisant, il ne pouvait que trahir la pensée déridienne, car la déconstruction ne visait pas à défaire le signifiant, c'est-à-dire la lettre du texte, mais s'appliquait plutôt à déjouer le signifié, autrement dit le sens du texte. Au bilan, les édifices réputés appartenir à la période déconstructiviste d'Eisenman, à l'instar du Wexner Center of Art, ne renvoient aux visiteurs que l'image figée du concept de déconstruction, mais surtout n'induisent pas dans leur occupation même les remarquables effets de subversion que produit la pensée déridienne dans le champ des concepts. Fondamentalement, un écart sépare la conceptualisation philosophique et la production architecturale qui siègent chacune en des plans culturels distincts. Cet écart n'interdit pas la transposition d'objets et de démarches entre la philosophie et l'architecture, mais il en affecte considérablement le rendement. L'hétérogénéité de leurs pratiques contrarie l'ambition de collaboration interdisciplinaire entre transdisciplinaire entre philosophes et architectes, car elle induit nécessairement d'insolubles malentendus. Pourtant, on passe au positif. Pourtant, l'écart qui sépare les disciplines architecturales et philosophiques n'exclut pas l'existence de points d'intersection
qui justifierait des collaborations non pas transdisciplinaires, mais bien interdisciplinaires. Cependant, pour établir l'existence de tels points de rencontre, il convient d'étendre la compréhension restrictive des disciplines philosophiques et architecturales proposées jusqu'ici. La philosophie comme discipline est en effet divisée. Si la philosophie généralement traite du concept par le concept, les champs conceptuels sur lesquels la tradition philosophique s'est penchée sont variés. On a dit l'être tout à l'heure, la nature aussi, la science, la politique, l'art en général, l'architecture en particulier. Autant de secteurs conceptuels qui justifient la subdivision de la philosophie en autant de philosophies spécialisées. Parmi les champs conceptuels abordés par les philosophes, celui de l'éthique tient une place non négligeable dans le corpus philosophique. Déjà, dans les grands systèmes philosophiques, le traitement des concepts éthiques constitue le pendant symétrique des spéculations métaphysiques. Mais il faut aussi constater que l'éthique compte parmi les rares domaines de pensée que la science n'a pas soustrait à la philosophie. Depuis l'origine de la philosophie, les philosophes ont ainsi pris pour objet de leur réflexion cette faculté qui nous fait hommes autant que le langage, l'outillage ou la société, de réglementer nos désirs tout en cherchant à les satisfaire. Sans discontinuer, les philosophes ont interrogé les concepts de désir et de règles, de bien et de mal. Quelques-uns ont énoncé des préceptes, certains les ont même appliqués. Par tradition donc, la discipline philosophique inclut parmi d'autres tâches celle de dire le bien. La discipline et la profession de l'architecte, quant à elles, ne se limitent pas à la production de l'habitat. En tant que maîtres d'œuvre, les architectes ont en effet pour obligation non pas de produire de manière effective l'habitat, mais d'établir un projet d'habitat. C'est-à-dire d'une part de prévoir la production de l'ouvrage, mais aussi, d'autre part, d'en prescrire les modalités. D'une part, l'obligation d'établir des projets d'architecture implique le devoir de produire l'ouvrage anticipativement. Au travers de techniques de représentation qui permettent de différer la production effective de l'ouvrage, les architectes doivent en effet agencer les éléments de construction, préciser leur mise en œuvre, disposer les pièces d'habitation et envisager leur possible occupation. Mais l'obligation d'établir le projet d'architecture implique aussi celle de décider de la production de l'habitat, du moins celle de proposer le parti qui pourrait la gouverner. Or, toute prise de parti quant à l'habitat suppose la résolution d'un débat entre des désirs et des règles d'habitat, et aussi l'évaluation de la bonne facture et des bienfaits de l'ouvrage au regard des coûts engendrés. À sa tâche, donc, l'architecte est moins concerné par l'architecture que par le projet d'architecture qui l'oblige à bien faire. Ainsi, que ce soit par tradition ou par obligation, la question du bien se pose avec une même urgence aux philosophes et à l'architecte. Elle constitue de ce fait un authentique lieu de rencontre entre les disciplines philosophiques et architecturales. C'est pourquoi le LA propose que la question du bien fasse l'objet des prochaines discussions dont ce colloque veut fixer les enjeux. Valorisant des compétences partagées, il s'agirait de convier les philosophes et les architectes à dire le bien faire, à penser et proposer ensemble le monde qui mérite d'être construit et habité. Alors avant de conclure, il faut remarquer que la résolution de problèmes éthiques échappe à un point de vue de type anthropologique. Car le relativisme qu'il implique ne permet pas de choisir entre plusieurs options. À partir d'un point de vue anthropologique, on peut cependant intervenir dans un débat pour rappeler qu'aucune essence ne détermine a priori les formes langagières, techniques, sociales ou juridiques adéquates à l'humanité. Qu'aucun créateur, aucune nature humaine, ni aucun état de fait historique n'offre un fondement stable à nos décisions. En conclusion, s'il s'agit de penser ensemble une architecture souhaitable, aucune solution ne pourra procéder de certitude acquise quant au monde, à l'homme ou à l'architecture, car il n'en est aucune. Toute solution sera contingente et, faut-il le dire, transitoire. Le seul et unique critère d'un bon projet est l'enthousiasme partagé. Le LA propose que philosophes et architectes travaillent ensemble à susciter cet enthousiasme. Je vous remercie. On enchaîne ou vous voulez... Je n'ai pas eu de consigne. Alors, 5 minutes de questions, pas plus. Ma question porte sur la conclusion, d'une certaine manière, de votre intervention, où vous dites, en définitive, que le rôle du philosophe serait de dire le bien, et celui de l'architecte de dire le bien faire. Or, je ne connais pas actuellement, en 2015, un philosophe qui oserait affirmer que sa tâche, c'est celle de dire le bien, et ça m'étonnerait qu'il y ait encore un architecte qui nous annonce qu'il est capable de nous dire le bien faire ou le bien construire. Je trouve vos propos très étonnants. Voilà, donc je voulais votre réaction à ce sujet.
Oui, bien, alors il est vrai que la formule dire le bien est elliptique, mais elle vise simplement à dire que la question de l'éthique est une question philosophique. Sur ce point-là, vous pouvez difficilement me contredire. Prenons Alain Badiou, l'éthique d'Alain Badiou, il s'agit bien du pendant de toute son ontologie mathématicienne. Donc il y a bien des philosophes à l'heure actuelle qui considèrent que leur tâche n'est pas seulement de dire le monde, mais aussi de dire ce que ce monde pourrait être et quelles sont les voies et les procédures au travers desquelles le monde pourrait être meilleur qu'il ne l'est pour l'instant. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est que l'architecte le rôle de l'architecte ne consiste pas à dire le bien faire, non. Son rôle consiste à bien faire. Et c'est ça tout son problème. Notre passion, si vous voulez dire, notre douleur à nous les architectes, en permanence, c'est de décider. Nous devons décider. Et nous devons décider. Et à chaque décision que nous prenons, on s'arrache le cœur, parce que cette question éthique se pose dans chacun de nos actes, dans chacun des actes que nous posons. Donc la seule chose que nous proposons ici dans le colloque est simplement de dire qu'il y a bien entre les architectes et les philosophes une question commune, qui est cette question du bien. Alors je résume en disant évidemment qu'il s'agit de dire le bien. Il ne s'agit pas évidemment de dire le bien comme je dirais la Bible le dit. Il ne s'agit pas d'écrire un décalogue, il ne s'agit pas de ça. Au contraire, ici, il s'agirait plutôt de s'interroger tous ensemble sur quel pourrait être un bien commun dans le futur. C'est bien ça, c'est plutôt ça notre question. Il va de soi, donc la conclusion montrait bien qu'il ne s'agit pas d'un bien essentiel qui naîtrait d'une essence particulière de l'architecture ou de l'homme. Il s'agit bien de nous placer, de tourner le dos d'une certaine manière au passé, de regarder le futur et de nous interroger ensemble sur ce que c'est que le bien. Je pense que les philosophes disposent des concepts nécessaires à traiter cette question, et par ailleurs, je dirais, les architectes disposent, eux, d'un entraînement et d'une agilité à la décision qui pourrait surprendre les philosophes sur certains points. S'agissant de choisir entre deux mots, je vous assure que c'est notre question permanente. Nous choisissons. Donc nous allons écouter maintenant Alice Fénichieux, qui est donc docteur en architecture. Nous allons passer à la résistance maintenant, R comme résistance, puisque vous allez proposer de penser autrement l'architecture en insistant donc sur sa capacité à résister aux idées toutes faites sur l'espace, de la même manière que la philosophie de son côté, dites-vous, résiste aux interrogations imbéciles. Je vous cite. Donc philosophie et architecture ont pour ainsi dire un but commun, la résistance. Je dirais, j'ai trouvé un slogan un peu facile qui ne sont pas les mots de Deleuze, mais qui ne trahit pas non plus sa pensée, qui serait le suivant, créer c'est résister et résister c'est créer. Bon, enfin, donc vous partez sur cette thèse que vous allez soutenir à partir de deux pratiques artistes de l'espace, l'une de Mata Clark et puis une autre de Woods, qui vont montrer justement cette résistance à l'œuvre. Et on va passer là à la non-architecture ou à la anarchitecture, c'est ça, un néologisme créé par Mata Clark, qui est une contraction de anarchiste et architecture, mais où le préfixe A indique ce vide qu'il travaille, cette non-architecture, et donc c'est une autre voie, qui n'est pas celle de Peter Eisenman, pour déconstruire l'architecture, ou en tout cas à inviter à penser une autre architecture. Oui, merci. Bonjour. Donc, en fait, moi, je pars du R comme résistance. Le R comme résistance de Deleuze dans l'abécédaire, sa lettre R, c'est la résistance. Et donc, pour Deleuze, l'acte de création est un acte de résistance, comme vous le précisiez aussi. Les artistes, les cinéastes, les musiciens, les mathématiciens, les philosophes résistent. Ils résistent aux entraînements de l'opinion courante, au domaine de l'interrogation imbécile. C'est surtout Deleuze qui précise ça. C'est justement l'acte de création, l'acte qui rapproche et différencie le plus les disciplines de la philosophie et de l'architecture. Pour Deleuze, la philosophie crée des concepts, comme le premier des arts. L'architecture crée des blocs de percepts et d'affects, des blocs de lignes de venir.
Elle ne cesse de faire des plans, des pans, et de les joindre pour poser sur le cadre pour que la vie, toute vie, puisse prendre place. La limite commune de ces disciplines, limite commune à toute discipline créatrice d'ailleurs, c'est l'espace-temps. La philosophie et l'architecture communiquent ensemble à travers l'espace-temps, à travers la construction d'espace-temps. Le danger de ces espaces-temps est leur emprisonnement, leur stagnation, leur essoufflement. Il faudrait donc savoir quelle est la place, le rôle éventuel de la philosophie et de l'architecture actuellement dans le domaine de la vie. Nous vivons depuis quelques décennies une période de réaction dans tous les domaines. Dans le monde actuel, celui des sociétés de contrôle, du néolibéralisme, tout, sans exception, semble destiné à devenir marchandise, c'est-à-dire entrer dans le règne de la quantité, de l'évaluation, de l'achat, de la vente et du profit. On est en train de nous fabriquer un espace-temps littéraire, judiciaire, économique, politique, philosophique, architectural, complètement réactionnaire, préfabriqué et écrasant. La communication instantanée et plus précisément les médias ont un rôle essentiel dans cette entreprise, mais pas exclusif. Comment résister à cet espace-temps qui se constitue? Comment libérer la vie que l'homme ne cesse d'emprisonner? Quel serait encore le rôle de la philosophie, de l'architecture, de leur rencontre dans cette résistance à un terrible nouveau conformisme? Pour lancer le débat, le cadre de discussion que je voudrais proposer est celui du village belge de Doel. Doel est situé sur la rive gauche de l'Escaut, au nord-est de la Flandre orientale. En 1969, à 1 kilomètre au nord du village, commence la construction d'une des 2 centrales nucléaires belges. La même année sont initiés les premiers projets d'expansion du port d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut et en 1995 sont rendus publics les projets prévoyant l'aménagement au sud de Doel d'un nouveau bassin de conteneurs. C'est à ce moment que la vivabilité de Doel commence à être mise en question et que la lutte des habitants pour la survie du village commence. Le 1er juin 1999, le gouvernement flamand décide que Doel doit disparaître et laisser lieu au développement du port d'Anvers. Dès lors, les habitants qui le désiraient pouvaient se faire exproprier. Les maisons expropriées passaient aux mains de la Société de gestion foncière et de l'industrialisation de la rive gauche de l'Escaut. Cependant, les habitants expropriés bénéficiaient d'un droit d'habitation garanti initialement jusqu'au 1er janvier 2007. Fin 2006, l'administration fit savoir aux habitants que le droit d'habitation serait prorogé de manière provisoire. Malgré la fermeture des commerces, l'exode des habitants, la police locale qui ne passe plus que de temps en temps pour constater les dégâts de vandalisation des maisons désertées et voir le village se dégrader peu à peu, malgré qu'aujourd'hui le village est devenu mondialement connu comme une zone de non-droit, et une exposition d'art de rue à ciel ouvert qui attire chaque week-end des touristes appareils photo à la main, une dizaine de riverains y vivent encore. C'est dans l'espace-temps qui réside dans l'opposition entre la déliquescence des bâtiments et la force vitale des hommes, femmes, enfants et animaux qui font encore vivre le village de Doel que je voudrais poser la question du encore comme force de résistance. En arrière-plan de mon intervention, vous allez voir des fragments d'un documentaire réalisé entre 2006 et 2011 par Tom Fasser, L'Ange de Doel. Donc si on peut lancer la vidéo. Voilà. Et quel est donc le rôle de la philosophie et de l'architecture, de leur rencontre dans une situation comme celle de Doel? Situation qui est loin d'être unique. D'autres villages de la rive gauche de l'Escaut sont déjà disparus. L'objectif de la résistance, qu'elle soit politique, culturelle ou architecturale, est rarement de renverser l'ordre établi. La résistance fournit plutôt un lieu où tous ceux qui sont insatisfaits peuvent exister et s'exprimer librement, en dehors d'une nécessité de se conformer. Peut-être qu'aujourd'hui, le rôle de la philosophie, de l'architecture, comme de toutes les autres disciplines créatrices, est justement la création de lieux mentaux ou matériels où l'on peut être libre, différent. Une architecture de résistance et une architecture ponctuelle, éphémère, immédiate, prête à devenir manifeste et puis disparaître. Quand elle disparaît, la trace laissée devient partie intégrante du paysage. Il existe 2 formes de résistance. Soit on prend position contre une situation externe, qui implique généralement la politique, l'argent, soit on parle d'une résistance interne, une lutte contre la tendance d'être trop facilement satisfait par ses propres idées et par des idées reçues par l'opinion courante. Aujourd'hui, encore, peut-être que le rôle de la philosophie ou de l'architecture, de leur rencontre, est de se situer surtout dans cette deuxième position plus que dans la première. Peut-être que dans un cas comme celui de la résistance du village de Doel, le rôle de la philosophie, de l'architecture et de chacun d'entre nous finalement est celui de prendre position non pas pour être contre telle ou telle alternative, mais pour refuser de se confronter trop facilement à la pensée conventionnelle et convenue.
Les préfixes sous lesquels une certaine résistance architecturale semble s'organiser sont ceux de l'alter, du co, du trans, du bio, de l'an. Mais plus qu'une déclinaison sémantique, ces préfixes parlent d'une minoration. Comme l'indique le postfixe, la minoration désigne une opération, un mouvement ou un processus plutôt qu'un état. Il s'agit de discerner entre deux états corrélatifs de majorité normale et minorité anormale, un troisième terme distant que Deleuze et Guattari appellent dans Mille plateaux minoration. Une minorité n'a pas de modèle, une minoration est un devenir, un processus. À Doul, nous sommes face à une minorité. Pourquoi les habitants de ce village continuent-ils à vouloir vivre enclavés entre une centrale nucléaire et un bassin de conteneurs portuaires? Des déclinaisons de la résistance en architecture en tant que refus de l'opinion courante, je voudrais parler de deux démarches de deux architectes, Gordon Matta-Clark et Lebbeus Woods. Si les démarches de Matta-Clark et Woods intéressent dans un cas comme celui de Doul et peuvent être groupées malgré leurs différences sous le nom d'anarchitecture, c'est précisément parce qu'elles se positionnent dans un processus de minoration. L'anarchitecture est un processus de mise en déséquilibre de l'espace-temps architectural. Une minoration parce qu'elle se situe en dehors des conventions, des formalisations et des règles de l'architecture en tant qu'institution. Matta-Clark brise ces conventions de manière matérielle, Lebbeus Woods les brise en construisant des hypothèses et des projets d'idées. Les deux lient anarchie et architecture d'un point de vue créateur et générateur de nouveaux espaces-temps, de nouvelles architectures. Avant d'aller plus loin, quelques précisions concernant l'emploi du mot en architecture sont nécessaires. Le mot en architecture serait une combinaison entre anarchie et architecture que Matta-Clark aurait proposé pour le groupe d'artistes dont il fait partie dès 1973. L'exposition An Architecture Show étant le résultat des réunions tenues par les membres du groupe durant l'année précédente. L'artiste lui-même utilise le mot dans différents contextes, à la fois avant et après l'exposition, dans des entretiens et dans ses carnets. Depuis sa mort, le mot est devenu étroitement associé à ses idées plus larges sur l'art et l'architecture. Dans un entretien de 1974, l'artiste déclare « L'An Architecture Show, intitulé qui n'a jamais été défini très clairement, n'employait pas le lexique établi de l'architecture, sans toutefois se figer de manière trop formelle. Dans le concept d'architecture, il ne s'agissait pas seulement de faire des œuvres témoignant d'une attitude différente vis-à-vis des bâtiments ou des comportements qui déterminent habituellement le cloisonnement de l'espace utilisable. Ces comportements sont profondément enracinés. L'architecture concerne notre milieu tout entier. Quand on vit dans une ville, tout, en un sens, est architectural. Nous pensions plutôt à des vides métaphoriques, des trous, des espaces laissés à l'abandon, des endroits qui ne sont pas encore développés. Je les appelle métaphoriques parce que leur valeur ou leur intérêt ne réside pas dans leur usage possible. Fin de la citation. Les interventions architecturales de Matta-Clark sont de déclarations contre certaines conditions sociales et politiques, alors que de nombreux architectes estiment qu'ils pourraient apporter une contribution à la société à travers les structures qu'ils construisent. Matta-Clark estimait que lui, tout seul, ne pouvait pas modifier l'environnement ou faire un changement significatif. Son idée dans l'architecture appelle à une approche anarchique de l'architecture, marquée physiquement par un processus de destruction plutôt que par la création de la structure, ce qui explique son choix de se concentrer sur les constructions existantes dans les zones négligées des villes et l'utilisation de bâtiments abandonnés comme support à son travail. Les sites où Matta-Clark travaille sont particulièrement ressemblants à l'état actuel de Doul. La négligence par l'architecture de ces structures physiques a permis à Matta-Clark d'adopter une approche philosophique qui cherche à révéler les problèmes sociaux à travers l'art. L'intervention de Matta-Clark représentait simultanément un ajout aux structures existantes car il générait de nouveaux passages et de nouvelles vues, tout comme une soustraction par les vides engendrés. Les découpes révélaient les couches qui ont composé le bâtiment et le représentaient aussi plus métaphoriquement les disjonctions du fonctionnement de l'individu dans la société. La démolition des murs symbolise une décomposition, une rupture des barrières. Matta-Clark était dérangé par l'attitude de la part de nombreux architectes qui voyaient ces bâtiments seulement comme des structures vouées à être supprimées dans l'intérêt de renouvellement et de la planification urbaine, et qui construisaient des bâtiments de remplacement destinés à devenir tout aussi vite obsolètes, laissés à l'abandon. Elle estimait que l'architecture moderne ne répondait pas aux besoins des personnes, mais plutôt créait des situations déshumanisées.
Dans un entretien, il déclare que, loin de répondre aux problèmes de l'humanité, la plupart des architectes ne sont en train de chercher à résoudre rien d'autre que le problème de gagner leur vie. Dans un autre de ses carnets, il écrit, je cite, « La question fondamentale, fonctionnelle, a été choisie parce qu'elle semblait être la forme de coupure la plus critique par rapport aux résidus historiques des beaux-arts. C'était valable pour son temps. Mais combien de temps est-il passé? 70 ans depuis que tout type de réévaluation radicale a été arrêté ?» Fin de la citation. Loin d'attaquer seulement les architectes ou les théories architecturales, ce que Mata Clark remet en question est la mainmise de certaines personnalités et idéologies sur la création architecturale, le manque de contestation et de remise en question. Des décennies plus tard, en 1992, l'architecte Lebbeus Woods publie en architecture, Architecture comme acte politique. Sans faire référence au travail de Mata Clark, Woods propose à son tour la question d'une architecture qui résisterait à l'opinion courante et qui travaillerait dans des sites problématiques. Il a très peu construit dans sa carrière, ce qui peut sembler paradoxal pour un architecte, mais son œuvre se propose de centaines de dessins de projets théoriques, en rupture avec le consensus architectural de son temps. Pour Woods, l'architecture est un acte politique. Il écrit, je cite, « Seul l'avènement technologique de la culture de masse a permis aux hiérarchies d'absorber la complexité des villes, d'abord par l'intimidation des masses médias, puis par les punitions sacrificielles de la guerre. Guerre à la fois au sens traditionnel comme à Sarajevo, économique comme à La Havane, écologique comme à San Francisco. » Fin de la citation. À partir du début des années 90, Woods commence à travailler le lien entre guerre et architecture avec une première série de dessins sur Berlin, réalisés peu après la chute du mur. Puis, il commence une œuvre majeure, ou de moins la plus connue, le projet pour la reconstruction de Sarajevo. Il publie en 1993 War and Architecture, contenant un texte bilingue anglais et serbo-croate, dont il amène une quarantaine d'exemplaires fraîchement imprimés lors de son voyage à Sarajevo la même année. Son but est d'aider les architectes sarajeviens à réfléchir sur le rôle de l'architecture pendant et après le siège de la ville. Après cette visite, il continue ce travail qu'il publie en 1997 dans son ouvrage Radical Reconstruction, accompagné de 2 autres séries de dessins sur La Havane et San Francisco. Pour éviter un remplissage par le vide de ces lieux ayant subi une catastrophe, il propose, en envisageant le devenir urbain des villes dévastées, une série d'interventions opérées sur des immeubles partiellement détruits, articulées autour de 3 thèmes: l'injection, la croûte et la cicatrice. En plus de fournir une solution réparatrice aux désastres causés par la guerre, ces opérations sont définies par l'auteur comme s'opposant par essence aux formes organisées et hiérarchiques qui ont généré le conflit. Elles créent des free spaces, espaces libres, rompant avec les anciens modes de vie et de pensée, capables à eux seuls de révolutionner l'existence de leurs habitants. Les espaces libres sont des structures élibérées de fonctions ou significations prédéfinies, difficiles à habiter de façon courante, étant destinées plutôt pour ceux qui sont prêts à inventer de nouveaux moyens à les habiter. La démarche de Woods est un projet d'idée, une hypothèse. Les espaces libres sont destinés comme des parasites, par définition sans usage ni signification, qui s'incrustent dans les vides urbains. Ils sont surtout dotés d'un pouvoir de transformation. Je cite, « Ce qui est nouveau, c'est la tentative de transformer en vertu le péché de la vacuité, provoquant par là une présence humaine susceptible de manière paradoxale de transformer le vide du sens en vide de l'espace. » Fin de la citation. Cette volonté de transformer le vide et de mettre en question l'architecture et la pensée courante c'est ce qui permet le rapprochement entre les interventions de Mata Clark et les projets d'idées de Woods. Cette création d'un espace-temps commun, architecture, philosophie, permet le questionnement sur la vacuité des villages destinés à disparaître face aux stratégies du marché comme celui de Doule. Les interventions de Mata Clark sont soigneusement planifiées. Elles représentent des exercices critiques au seuil entre privé et public qui s'étendent officiellement et philosophiquement sur les grandes questions de propriété, de sécurité ou encore de normalité. Les espaces libres de Woods défient à leur tour les modes traditionnels et conventionnels de penser, construire et habiter les bâtiments. Ces dessins le libèrent de l'ordonnance restrictive de l'autorité qui réside dans les formes fixes et figées. Doule est un point de disparité dans la logique du développement d'une société où la quantité domine la qualité, un point où inévitablement une résistance est construite. Pour l'instant, cette résistance se place dans les plans de ce village, les vides étant en proie au vandalisme et à l'oubli.
Le rôle de la philosophie, de l'architecture, de leur rencontre ne serait-il pas justement de déplacer la question de la résistance dans ces vides physiques et mentaux, le vide comme possibilité de renouvellement, comme lieu de liberté et de pensée? Et pour conclure, je voudrais juste préciser que la dame que vous avez vue dans la vidéo, elle a 85 ans et elle habite toujours à Doul et elle fait partie des 10 derniers habitants qui veulent rester sur place et qui résistent. Merci, Alice Pénichier. Je passe la parole maintenant à Jean-Pierre Marchand pour l'édifice comme hétérotope. Jean-Pierre Marchand a enseigné une quarantaine d'années la philosophie dans l'école d'architecture de Nancy et il a dû croiser donc beaucoup de philosophes et des philosophes qu'on admire beaucoup tous ici, dont notamment Benoît Goetz. Donc, votre titre indique d'emblée que votre assise philosophique, vous l'empruntez à Michel Foucault pour ce texte, et à ses écrits sur l'espace, et notamment à l'emplacement, l'homotopie, qui appelle, dit-il, le contre-emplacement, c'est-à-dire l'hétérotopie. Et j'ose dire peut-être qu'en tant que philosophe, vous vous faites philosophe-architecte, puisque vous dénombrez un certain nombre de différentes sortes d'hétérotopie. Et ce que vous proposez finalement, c'est d'explorer cette boîte à outils conceptuelle de Michel Foucault pour penser le projet et puis pour penser, comme vous le dites, l'édifice hétérotope. Oui. Donc voilà, la fréquentation des concepts philosophiques pour penser l'espace et penser le projet, c'est ici non plus l'interdiscipline, mais c'est aussi une démarche féconde pour penser l'architecture. Je vous remercie. Voici comment l'écrivain Jack London décrivait vers 1910 sa future maison. Tout d'abord, il n'y aura ni jardin, ni clôture, ni pelouse, ni fleurs. La dite maison mesurera environ 14 mètres sur 4,5 en son point le plus large, précision utile. Il n'y aura ni véranda, ni porche, ni grand escalier. Je dois avouer à ma grande honte que les quelques marches qui s'y trouveront seront d'une extrême raideur. Il n'y a pas de couloir, Dieu merci. Les pièces sont faites pour être traversées. Pourquoi s'embarrasser d'un lieu de passage? Plus loin, il lève le mystère. Ah, j'ai omis de vous préciser ceci. La maison que je suis en train de vous décrire est destinée à flotter sur les océans. Ma femme et moi allons faire le tour du monde à son bord pour les 7 ans à venir, au moins. Cette maison n'a pas d'autre racine que ses organes qui lui permettent d'aller de rivage en rivage. L'homme habite en marin. Le vaste océan est le carrefour des grandes routes du monde. La terre elle-même est un archipel et les mers ne sont pas des grands lacs. Nous sommes entourés d'eau ici, comme nous sommes là-bas entourés d'étoiles et de planètes inconnues par myriades. Voici maintenant comment un certain Thomas More décrivit en 1516 une certaine île. L'île d'Utopie a 200 000 pas dans sa plus grande largeur, située à la partie moyenne. Cette largeur se rétrécit graduellement et symétriquement du centre aux deux extrémités, en sorte que l'île entière s'arrondit en un demi-cercle de 500 000 de tour et présente la forme d'un croissant dont les cornes sont éloignées de 11 000 pas environ. Au temps de More, la situation insulaire et lointaine pouvait être encore pensée comme une condition de pureté par rapport à une société corrompue, débauchée et cruelle. L'île même s'appelle Utopia, et la description que donne More des mœurs et des institutions utopiennes sont le fruit autant de l'imagination que de la réflexion politique. Telle est la différence décisive entre utopie et hétérotopie, alors un néologisme établi par Michel Foucault en 1967. L'utopie n'a pas d'emplacement réel, mais c'est à cette indétermination qu'elle doit son mordant critique et parfois sa force de mobilisation. L'hétérotopie, au contraire, existe réellement, c'est un emplacement effectif, mais c'est le lieu absolument autre. L'alter est absolu ou n'est pas. Pour qu'il y ait espace autre hétérotopique, il faut que l'altérité soit absolue.
Cette condition n'est pas si aisée à appréhender. Procédons à l'aide d'un exemple. Ce matin, au lieu de mettre une chemise aussi blanche que celle d'hier, j'ai choisi de revêtir une chemise bleue. Cette différence de couleur ne suffit pas à faire que cette chemise bleue soit quelque peu hétérotopique par rapport à la chemise blanche. Leur différence n'est que relative. Elles appartiennent à une même série. Supposons maintenant que j'ai revêtu ce matin un costume fait pour jouer le rôle de Péléas de l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande. On peut parier que me rendant ainsi vêtu à ce colloque, quelqu'un m'aurait signalé que l'Opéra Garnier se trouvait dans le 1er arrondissement et non dans le 16e. Précisément, le costume de Péléas appartient à une autre série que celle de mes chemises. Il appartient à l'hétérotopie du théâtre lyrique. Par absolument autre, il faut donc entendre ceci qu'une série de traits de réalité relève d'un principe qui la distingue de toutes les autres séries. Le principe de l'hétérotopie du théâtre lyrique associe ainsi deux règles. Premièrement, le théâtre est un lieu qui réunit une assemblée dont une partie, celle des acteurs, joue la vie devant une autre partie, celle des spectateurs, en général sensiblement plus importante que la première. Deuxièmement, au moins une partie des dialogues et des monologues est chantée en relation harmonique avec les sons d'un orchestre. Telle est l'absolument autre de l'hétérotopie théâtrale et lyrique. Le costume de Péléas lui appartient. Le théâtre lui-même, en tant qu'architecture, est l'hétérotope qui assure le bon fonctionnement de l'hétérotopie correspondante. L'hétérotope théâtre est confié aux soins de cette troisième partie, administration, technique, régie des corps, qui rend possible la rencontre entre le public et les acteurs au lieu de l'hétérotopie. L'absolument haute de l'hétérotopie ne renvoie donc pas à un plan qui excéderait celui de la réalité. L'hétérotopie est réelle et c'est comme séquence ou région de réalité qu'elle est absolument autre. En ce sens, elle se distingue fondamentalement de l'utopie. Tournée, topie, U, 10, hétéro, homo. Il nous faut ainsi nous mettre d'accord au moins provisoirement sur le sens de 4 termes. Utopie, dystopie, hétérotopie, et nous allons voir pourquoi homotopie. Ce sont donc 4 variations par préfixe interposé sur le lieu, sur le topos. L'utopie, c'est ce qui, de par le fait qu'elle se concentre sur quelque valeur suprême et pure, n'a pas de lieu réel. C'est une fiction, une pure théorie, c'est un emplacement irréel. Elle ne prend pas ce qui a lieu pour l'horizon unique du possible. La dystopie est une utopie de signe négatif. Si elle n'a pas de lieu, elle peut emprunter à des situations réelles des traits qu'elle grossit. Ainsi, Aldous Huxley imagine dans le meilleur des mondes une distribution quotidienne de pilules de bonheur. Elle peut se présenter comme une utopie qui a mal tourné, qui s'est renversée en son contraire. L'hétérotopie est effective et réelle, c'est, nous l'avons vu, une région du réel absolument autre. Foucault observe qu'il peut y avoir des sociétés sans utopie, il est que s'il peut y avoir des sociétés sans utopie, il est impossible qu'elles soient sans hétérotopie. Qui dit société dit hétérotopie, cimetière, jardin, lieu sacré, école, prison. Un autre trait décisif de l'hétérotopie est qu'elle induit toujours une hétérochronie. Nous vivons par exemple au cinéma une autre temporalité que la temporalité habituelle. L'homotopie est également effective et réelle. Je propose cette notion qui est problématique, parce qu'en fait, il y a une historicité de tout ça. Je propose cette notion pour penser cet ordinaire par rapport à quoi s'oppose l'extraordinaire de l'hétérotopie. L'homotopie est cette région de l'espace qui est mienne, qui m'est familière, qui constitue mon monde. C'est l'absolument même, en tant qu'il nous permet de rassembler par son principe et dans un même lieu l'ensemble des activités nécessaires à notre corps, manger, boire, communiquer, produire, se reposer, soigner et se soigner, aimer, réfléchir, etc. Hétérotopie versus homotopie. L'absolument haute de l'hétérotopie se justifie précisément du fait que les membres d'une société ne peuvent se résoudre à ne se mouvoir que dans un tissu homotopique de cellules vitales. Ce serait une signature des sociétés humaines que de se constituer par une dynamique d'opposition et de contraste entre le système des hétérotopies et ce que Foucault appelle de manière assez vague l'espace restant. La notion d'un tissu homotopique de cellules vitales est cauchemardesque en ce qu'elle ne permet pas de comprendre comment les individus négocient les contraintes de leur propre développement avec celles de la société. Foucault reconnaît ainsi que dans les sociétés primitives, des lieux privilégiés ou sacrés ou interdits constituent des hétérotopies de crise destinées aux adolescents, aux femmes au moment de leurs règles ou en couche, aux vieillards. Cette reconnaissance est capitale car elle dit combien l'espace humain sait s'infléchir pour accueillir les différents rythmes d'existence. Dans les sociétés complexes comme les nôtres, savons-nous reconnaître ce qui mériterait de tels détours ? Le constat foucaldien est effectivement sombre
dès 1967. Car selon lui, ce sont des hétérotopies de déviation, prisons, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, maisons de repos, qui pallient à la carence des hétérotopies de crise. Le fait que les prisons françaises comprennent une majorité de détenus issus de différentes vagues d'émigration est non seulement blâmable et inquiétant, mais montre combien la dimension architecturale de l'hétérotopie est amputée du principe de l'invention démocratique. Le concept d'hétérotopie regroupe, on vient de le voir, des réalités contradictoires. Si le principe de l'hétérotopie se fonde sur le fait qu'une société n'est pas un ensemble mécanique synchrone qui avancerait d'un même pas, ou l'hétérotopie est ce qui ménage des respirations temporelles sur fond d'une solidarité interindividuelle, ou l'hétérotopie est ce qui expulse, stocke, normalise et réprime les corps étrangers, qu'ils soient d'origine autochtone ou non. Victor Klemperer, dans le journal qu'il tient dans le ghetto de Varsovie, ce ghetto fut une hétérotopisation déshumanisante de la ville, note ceci: interdiction d'écouter la radio, d'utiliser le téléphone, d'aller au théâtre, au cinéma, au concert, au musée, dans une bibliothèque, une gare, un jardin public. C'est-à-dire c'est une privation, une négation du droit à l'hétérotopie. Nous opposerions ainsi des hétérotopies d'émancipation et des hétérotopies de répression. Être privé des premières ne fut ici qu'une préparation, relayée médiatiquement par la radio et les actualités filmées, pour être convoyé vers l'absolument autre, de l'absolument autre, en l'espèce de ce que Hannah Arendt nomma centre d'extermination. Dans des villes se constituèrent des ghettos, et chaque ghetto fut mis en relation ferroviaire avec un lieu de mise à mort. L'hétérotopie urbaine du vivre ensemble inclusif se commua en une hétérotopie inversée du vivre entre nous exclusif. Qu'est-ce qu'un édifice comme hétérotope? L'architecture savante n'est pas toujours nécessaire au fonctionnement de l'hétérotopie. Deux cantines militaires superposées font un hôtel pour dire une messe sur le front. Elles dessinent un cercle sur le trottoir et dansent à l'intérieur. Ce chasseur Bushman mime devant les enfants, en faisant une pause dans la préparation de son matériel, une attaque de lion. Le mythe préféré de Louis Kahn était que l'école avait commencé avec un homme que l'on écoutait avec plaisir à l'ombre d'un arbre. L'école, comme programme architectural, devra être réglée par l'idée qu'elle est un environnement d'espace au pluriel, le pluriel est ici décisif, où il fait bon apprendre. Telle est l'hétérotopie école, son absolument autre. Avec des modalités différentes, on apprendra aussi dans les couloirs, à la cantine, dans le jardin. Le projet, quant à lui, devra, quelle que soit sa logique formelle, se soumettre à cet arché, à ce principe qui commande au nom d'un commencement. Tel est l'hétérotope architectural, une texture destinée à assurer le meilleur fonctionnement possible de l'hétérotopie. Certaines hétérotopies sont indissociables de leur hétérotope architectural. Un cimetière peut demeurer d'un grand dépouillement. Un mausolée suppose un hétérotope architectural. Il peut être vernaculaire et instructif pour cette raison. Il peut être le fait d'une expérience savante, Taj Mahal. À penser l'édifice comme hétérotope, il surgit une propriété fondamentale de celui-ci. Même quand l'hétérotope apparaît fermé et introverti, il est toujours une ouverture vers l'absolument autre de l'hétérotopie. Au XIXe siècle, le théâtre lyrique, notamment sous l'impulsion de Wagner, a gagné en intensité hétérotopique en faisant le noir dans la salle. De cette manière, l'hétérotope théâtre ouvrait davantage, en préparant mieux le public, sur l'absolument autre des personnages. Dans Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, d'une autre façon, faisait chanter un mécanicien automobile au travail dans un garage. Mais précisément, il n'y a pas de cinéma sans une certaine qualité de nuit dans l'hétérotope. Dans le théâtre no du Japon du XVe siècle, le masque barre le visage avec tous ses détails du personnage principal. Mais ce faisant, il ouvre sur le chant et la danse que le personnage déploie sur un sol de bois lisse et laqué, suspendu au-dessus d'une série de récipients destinés à renvoyer le son. Le plus souvent, il glisse sur cette scène, mais parfois frappe du pied sur cet hétérotope instrumental, voire, et c'est plus difficile, frappe du genou. L'hétérotope est un passage vers l'hétérotopie, ou n'est pas. La vision kahnienne de l'école procède d'une perception aiguë de ce qu'elle est un espace absolument autre. L'hétérotope doit être une transition renouvelée entre la familiarité homotopique et l'altérité hétérotopique. Hétérotopie de premier ordre et hétérotopie de second ordre. Les hétérotopes se font ainsi volontiers complices de ce qu'ouvre l'altérité absolue de l'hétérotopie.
Elle est un lieu d'aventure architecturale. Un premier mouvement consisterait à voir dans la qualité architecturale elle-même une caractéristique hétérotopique. Il y aurait relativement à toute une production, vernaculaire ou non, un absolument autre de la qualité architecturale. Il faut être cependant plus précis. Il y aurait une hétérotopie architecturale. Ce serait une hétérotopie d'ordre 2 relativement aux hétérotopies d'ordre 1. Ce sont ces dernières qui ouvrent et altèrent l'espace du même, homotopique, et ce faisant, constituent un appel à l'imagination architecturale. À la fois, l'hétérotope assure le fonctionnement de l'hétérotopie et se constitue comme hétérotopie architecturale. En ce sens, l'hétérotope entretient avec l'hétérotopie des liens symboliques complexes. On peut comprendre pourquoi, cependant, il serait possible de caractériser ce champ de correspondance comme étant délimité d'un côté par le dogme fonctionnaliste strict, la forme suit la fonction, et de l'autre par le dogme formaliste strict, la fonction suit la forme. L'hétérotopie a le pouvoir d'hétérotopiser le savoir constructif. À quelles conditions l'hétérotope est un cas d'hétérotopie architecturale et à ce titre toujours un objet à réaction poétique? La magnifique tradition du savoir architectural ne manquera jamais de nous proposer des voies. La petite maison au bord du lac Léman de Le Corbusier est comme telle une réaffirmation du caractère hétérotopique de la maison. Si la maison en général est vouée à une perception et à un usage homotopique, elle est cependant une hétérotopie en sommeil. L'architecte ne peut se dérober au devoir de réveiller cette belle au bois dormant qui se love au creux de la maison. Cette maison de John Ruskin disait qu'elle était précisément sacrée. Ainsi, la petite maison de Le Corbusier n'existe elle-même, semble-t-il, que comme un seuil tourné vers l'immensité et la sublimité du paysage jardin que constitue le lac Léman, les massifs jurassiques, les coteaux viticoles. Une maison est la protagoniste d'un roman familial. Le Corbusier a dédié son œuvre à sa vieille mère. Il fallait qu'elle soit à hauteur d'hétérotopie. Elle se fera métonymique du paysage. Le plan, par exemple, se règle sur une trame composée d'une série de rectangles d'or. La solution n'est pas universelle, le nombre d'or n'est pas le dernier mot de la belle forme, mais elle est emblématique du soin apporté aux principes qui vont créer un système à la fois autonome et fonctionnel de mesure et de dimension. La petite maison de Le Corbusier ne s'enferme dans des murs de clôture que pour faire jaillir un paysage qu'elle cadre au rythme de la forme étirée du lac Léman. La lumière ne fait pas qu'éclairer l'espace intérieur, elle est le résultat d'une réflexion du paysage dans sa totalité. C'est le paysage qui illumine l'intérieur, c'est le paysage devenu lumière, c'est vivre là à la lumière du paysage. L'hétérotope est l'abri de cette flamme. Le rapport de l'hétérotopie à l'hétérotope est celui d'une tension vers l'ouverture à l'absolument autre de l'hétérotopie. Plus la société est sous contrôle, dit l'architecte Toyo Ito avec des accents foucaldiens, plus l'espace urbain et l'architecture deviennent homogènes et transparents. Les différences ne sont plus que relatives. Cela peut sembler d'une grande variété, dit-il encore, mais en fait ce n'est pas très différent d'une grande surface au rayonnage rempli de denrées. L'architecte japonais résume de manière remarquable ce qu'il en est pour lui du motif de l'hétérotopie. Il cherchait des limites qui ne se font pas sentir qu'elles sont des limites. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais précisément, c'est à faire. Aussi bien l'hétérotope iotoyen devra-t-il être une place et non une forme parmi les formes. En ce sens, la recherche de cet architecte témoigne de la force d'un engagement pour lequel l'hétérotope, en se pensant pleinement comme hétérotopie architecturale de second ordre, est mise en situation de conspirer au mieux avec les exigences de l'hétérotopie de premier ordre qui le motive. L'hétérotope itoyen se fera parmi l'ordinaire des formes phénoménologiques, c'est-à-dire ici lieu de flux de phénomènes lumineux, colorés et sonores. Une bibliothèque, une médiathèque, une maison de thé ne sont-elles pas alors en effet davantage des places que des formes? La différence par la forme n'est que relative. Une hétérotopie est absolument différente par l'agencement de ses places et de ses emplacements. Il suffit d'un arbre ou d'un ruisseau pour former une place, dit Toyo Ito. On comprend que l'approche phénoménologique d'Ito soit à même de caractériser des lieux davantage appréhendés comme place et emplacement que comme forme. J'arrive vers les points finaux. Une bibliothèque est d'abord sans forme, ce sont des livres autant protégés que proposés à la lecture. Développer l'absolument haut de la bibliothèque, c'est approfondir ce qu'il en est du corps quand il devient un corps de lecteur, un corps lecteur. À la médiathèque de Sendai, ce corps lecteur, comme il s'agissait d'une préparation et d'une transition, commence par renouer avec une certaine liberté quasi animale, d'aller et venir, de fureté. Il ne passe pas de la rue au livre ou au document sans expérimenter un changement de temporalité et de rythme. Il pourra même s'allonger sans chaussures sur une banquette et feuilleter une revue, un journal, un bulletin ou une critique littéraire.
Quelques points de fuite pour une pensée de l'édifice comme hétérotope, et ça sera une suggestion de conclusion. 1. Le concept foucaldien d'hétérotopie autorise une compréhension fine de ce qui fonde l'originalité des programmes. À la discrétion des architectes, la pensée des espaces absolument autres est riche d'implications méthodologiques en direction du projet. Et là, ce que je souhaiterais, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on puisse avoir des partenaires qui ont un lien serré avec le projet, qui donnent à ce projet un caractère expérimental, et qu'il y ait des renvois du caractère expérimental de ce projet. Et de ce point de vue-là, moi, je ne pose absolument aucun préalable. On a le droit d'être foucaldien, on a le droit d'être déridien, on a le droit, etc. Voilà, c'est le mot de Deleuze, voilà des concepts, c'est vous qui vous en servez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour de la mise en expérience de ces concepts. À la discrétion des architectes, la pensée des espaces absolument autres, je l'ai dit. Donc, deuxièmement, une hétérotopanalyse peut être de même envisagée, qui se fixerait comme objectif de dégager les règles en vertu desquelles les hétérotopes architecturaux ouvrent un espace autre, absolument autre, et portent le fonctionnement de l'hétérotopie de premier ordre qui les justifie à son maximum de qualité. 3. La détermination d'une hétérotopie implique une option éthique, voire éthico-politique. Hétérotopie n'est pas en soi un label. Il y a des hétérotopies du bonheur, de l'émancipation, de crise ou de transition. Il y a des hétérotopies du malheur, de répression, de déviation. Penser l'édifice 4. Penser l'édifice comme hétérotope, c'est se mettre en situation pour appréhender en quoi l'option éthique étant la plus favorable. Il permet de résister, quitte à s'opposer résolument à d'autres hétérotopes, à l'ensemble des forces qui favorisent l'enfermement régressif dans l'homotopie. La privation d'hétérotopie de crise ou de transition engage un processus d'animalisation de la condition humaine. 5. Il y a un relativisme de ce qui fait homotopie et hétérotopie, sans renoncer à l'édification qui est souvent un acte très institutionnel. Une écoute est possible du rêve que font de nombreux acteurs sociaux d'hétérotopie leur permettant d'accéder à une condition humaine pleine. On ne doit pas désespérer de trouver le chemin qui permet de répondre à ces voies. 6. 2 dangers guettent l'ordinaire, d'être coupé de l'hétérotopie, d'être emporté, écrasé et finalement broyé par elle. Merci Jean-Pierre Marchand. Alors nous allons écouter Mabel Miranda, qui est architecte, enseignante, responsable du post-diplôme architecture des milieux à l'école spéciale. Et vous allez clôturer cette table ronde pour présenter un autre agencement entre l'architecture et la philosophie. Donc je vais être très brève, mais vous questionnez entre autres la représentation de l'espace en mobilisant à la fois des concepts philosophiques et des pratiques et des savoirs artistes. Et vous allez notamment, finalement, presque avoir une démarche foucaldienne en partant, par exemple, d'un concept comme le point de vue chez Leibniz, puis chez Deleuze, qui pense le point de vue comme mobile. Donc vous allez explorer ces concepts-là, et puis aussi le savoir des artistes. On pourrait dire que ces artistes et ces architectes philosophes, puisque notamment vous interrogez l'image transnarrative, une image qui aide à comprendre, ou en tout cas qui questionne la mobilité, donc la mobilité du point de vue, et ça, c'est la mobilité du point de vue auquel nous confrontent, par exemple, les images numériques. Donc je vous laisse la parole pour un petit quart d'heure. Oui, je vais essayer d'être très concis et précis. Alors, bon, déjà le titre, la représentation, j'ai voulu juste revenir sur les mots représentation qui a très prononcé, et je vais revenir après pour la fin pour expliquer cette faute d'orthographe qui est plutôt un agencement, on va dire comme ça. Voilà, donc... alors, je vais lire un peu. Dans ces moments de crise disciplinaire, il nous a semblé nécessaire d'aborder la question de la représentation des disciplines, l'architecture. Pour s'y faire, nous aborderons la question du point de vue de l'art et du point de vue de la philosophie comme outil de compréhension.
Si repenser la façon de construire, de concevoir l'espace humain est d'une importance capitale par rapport aux enjeux écologiques et sociétaux, notre responsabilité de repenser la représentation disciplinaire qu'ont ces acteurs, les architectes, l'est encore davantage. Comment penser une discipline en changement sans repenser les changements de ceux qui la pratiquent? Donc notre propos démarre avec un questionnement qui a trouvé sa source dans notre pratique de l'architecture au quotidien et dans la pensée des philosophes de l'urbain et de l'architecture, certains ici présents. Voilà. Quelle est la représentation de l'architecte dans l'imaginaire collectif dans ces temps de crise disciplinaire? Donc vous allez voir à peu près où on est de la représentation de l'architecte. S'agit-il d'une mise en cause du rôle de l'architecte dans la création et la transformation de l'espace ou d'une crise de représentation objective? Est-ce que différencier une représentation objective d'une subjective a encore du sens, ou c'est au contraire, c'est cette binarité qu'il faut repenser? Est-ce que cette crise ne proviendrait d'une dichotomie avant-après, mais d'une crise due à la multiplicité de points de vue, enjeux révélés par les conditions technologiques dont on dispose, donc les numériques par exemple? Voilà. Donc notre essai se structure autour des 3 dernières questions pour essayer de répondre à la première question qui est très difficile. Voilà. Donc pour s'y faire, on a eu une approche plutôt expérimentale. On a fait 4 exercices, on va dire on a travaillé sur 4 hypothèses avec des groupes différents, avec des gens différents. Donc le premier groupe, c'était avec un artiste et un écrivain. Donc Estela Corao, une artiste argentine, et Emmanuel Carey, autour de l'idée de l'art comme lien entre la philosophie et l'architecture. Donc on a décidé de poser cette question. Donc on a vite tombé sur les images de Philibert Delorme qu'on a citées ce matin, et lorsqu'on le doit quand même cette analyse. Bon, c'est là où je vais être très concise parce que c'est extensive. Il y a en nous 3, on va dire, on a trouvé deux abords dans la média. Un, c'est le contenu des images elles-mêmes dans le plan symbolique, et l'autre, c'est les structures cachées des images, donc la perspective. Donc ces outils-là, nous, en tant qu'architectes, nous n'en avons pas. C'est les artistes, les critiques d'art, les historiens d'art qui ont ces outils, et on les a mobilisés pour étudier ces 2 gravures. Donc effectivement, ça demanderait beaucoup de temps, mais je peux essayer d'être concise. Par rapport à l'idée du point de vue, comme on avait expliqué tout à l'heure, c'est un concept de Leibniz qui a transformé les centres en point de vue et qui, après, Deleuze a transformé en point de vue mobile. Dans notre gravure, on peut citer, il y a 3 types de perspectives. Donc la première, ça serait la perspective conique, qui est la perspective centrale, qui est la perspective classique, non? Le point de vue des gens depuis son point, de là où ils se trouvent vers quelque chose. Alors, c'est là, comme a relevé Deleuze, elle brouille ce qui est longtemps et et produit un certain affect vers ce qui est devant. Dans le cas des mauvais architectes, qui est l'image qui est là-bas, cet architecte, il est au centre, et quelque part, il ne voit pas ce qui est longtemps. Ce qui est longtemps est vraiment brouillé. Et tous les paysages autour, ils s'articulent autour de ce désordre, tout est radé, un peu, les éléments ils se baladent, les animaux ils sont morts, les plantes ils sont en train de mourir, il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, il y a de l'agriculture. Donc on sent que cet architecte il sève les chaos, et parce que quelque part on a dans une espèce de centralité dans sa figure, on va dire. Voilà. Alors que dans l'autre côté, on a un architecte qui partage son savoir, qui a des multiples mains et des multiples yeux et 2 couples d'oreilles. Parce que là, malheureusement, je n'ai pas une image plus de meilleure qualité pour voir ça, pour exalter les qualités de perception requises de cet architecte, qui en plus n'est pas ouais, il discute avec une jeune génération, une jeune personne. On se demande pourquoi ces points de vue, que c'est aussi quelque chose que Deleuze a relevé dans son œuvre, et prononcé en premier plan de ces gravures.
Après, nous n'avons pas voulu tomber dans quelque chose, un jeu éthique, ce que c'est bien, ce que c'est mal, contrairement à Philibert Delorme qui a dit que c'est les bons et les mauvais architectes pour sonder un peu les extrémités d'une pratique. Mais nous trouvons quand même cet support comme un bon point de départ pour questionner la représentation de l'architecte et de l'architecture. Voilà. Donc j'ai essayé d'aller très très vite là-dessus parce que je vous ai épargné des 2 pages. Voilà. Donc je reviendrai dessus parce qu'on a travaillé sur la perspective cylindrique, c'est une perspective, on va dire, divine. C'est passionnant tout ça, mais on n'a pas de temps. Donc, et puis les efforts notamment des architectes à rivaliser un peu avec cette perspective cylindrique, dans des vues totalisantes, dans des vues panoptiques, comme on a vécu dans nos jours, hein, qu'on a cette obsession de vision partout. Et puis surtout le point de vue mobile de Deleuze, qu'on abordera tout de suite après. Voilà. Donc le deuxième exercice était cette œuvre. Donc cette œuvre, c'est l'œuvre de l'artiste Stella Corrao, qui s'est inspirée directement de textes de Deleuze, qui s'appelle Mur blanc. Donc, je ne vais pas lire les citations parce que c'est quand même très long, mais c'est les concepts du visage et visagité qu'elle a essayé de mettre en forme à travers les sculptures l'art. Voilà, donc je vais vous montrer plus ou moins les détails de ces sculptures qui jouent avec la dualité des trous autour du regard. Et puis, comme ce regard, il conduit des affects. Voilà, donc ça c'est la pièce complète, on va dire. Alors, donc, à partir du concept de visagité, parce que c'est un peu les centres de cette œuvre, le but est d'étudier la face humaine, non comme une donnée naturelle, mais comme une construction sémiotique. Stella Corrao, en tant qu'artiste, transforme les mots en regards. Ces regards ont une direction et des affects. Pour l'artiste, chaque regard fait en tout de la multiplicité. Nous terminons nos discussions avec elle en appliquant cette idée de Deleuze à notre questionnement. Aujourd'hui, le problème de la représentation disciplinaire est très souvent posé par la reconnaissance d'un visage en tant que système inamovible et surtout en tant que surface. Si l'imaginaire collectif reprend un visage avec des traits simplifiés, nous pouvons nous demander de façon prospective, mais peut-être un peu naïve, quelle est sa forme aujourd'hui et quelle peut être sa forme pour demain. Cette question présente la sérieuse difficulté du nombre de variables inconnues et les sérieux inconvénients de la spéculation. Donc notre conclusion se présente alors sous une forme rétroactive. Quels sont les multiples aspects de la représentation de la discipline architecturale? Quelles sont sa structure profonde? Quels sont les regards sur les murs blancs? Donc, la dernière, par contre, ça, je vais le lire. Bien sûr, il faut toutes ces citations de Deleuze et de Guattari de Villeplateau. Bien sûr, il faut toutes les ressources de l'art. Il faut toutes les lignes d'écriture, une ligne de picturalité, toute une ligne de musicalité, car c'est par l'écriture que l'on devient animal et c'est par la couleur qu'on devient perceptible, c'est par la musique qu'on devient dur et sans souvenir, à la fois animal et imperceptible, amoureux. Mais l'art n'est jamais une fin, il n'est qu'un instrument pour tracer les lignes de vie, c'est-à-dire tous ces devenirs réels qui ne produisent pas simplement dans l'art, toutes ces fuites actives qui ne consistent pas à fuir dans l'art, à se réfugier dans l'art. Voilà, voilà. Donc l'art est potentiellement un lien entre l'architecture et la philosophie. Pour nous. Après cet échange très intéressant. Voilà, donc le deuxième exercice. C'est, on a travaillé avec un studio d'images 3D, d'images digitales qui s'appelle SlashCube, non, autour de l'hypothèse de l'image de synthèse comme outil et comme matériau narratif. Voilà, donc aujourd'hui l'image de synthèse est devenue indispensable à l'architecte pour figurer les récits contenus dans un projet. C'est un des outils pédagogiques par excellence qui permet de faire communiquer les différents acteurs. L'image de synthèse est devenue beaucoup plus qu'un moyen de communication. Pour le public, l'image du projet architectural est en quelque sorte la promesse d'un avenir concernant toutes les parties. La méthodologie habituelle des architectes est de faire appel aux artistes 3D après la conception formelle du projet pour sa mise en situation, ce qui est appelé de façon courante une insertion dans le contexte et qui peut appeler encore de l'urbanisme, si on ose dire.
Pour cet exercice, nous avons inversé ces rapports habituels architecte-artiste 3D, c'est l'image numérique, la source et les matériaux d'une nouvelle forme de récit. Elle n'est pas une finalité, mais un moyen de. Pour ce faire, nous avons fait donc appel à Thomas Bournazos, qui est fondateur de l'agence /Cube. Oui, ok. Mon travail en tant qu'artiste numérique est de naturaliser les projets architecturaux. Donc il nous raconte que trop souvent les architectes les demandent de rendre bien les projets, alors que pour lui, rendre bien un projet, c'est le rendre naturel. Voilà, donc nous avons travaillé sur 2 types d'images. La première, c'est l'image inclusive naturalisante, dans un concept qu'on a réfléchi ensemble. Et c'est donc par les moyens des montages, nous démontrons la capacité des images de synthèse à rendre naturel ce qui ne l'est pas, à climatiser une situation, à habituer l'œil à une situation donnée. Par exemple, notamment dans cette image, on ne le voit pas, mais la tour Eiffel, elle est ici. Elle est à New York, elle est particulièrement fondue dans les paysages. Donc, l'image de synthèse peut quand même nous aider à amener des idées qui peuvent nous faire sourire, mais qui peuvent vraiment changer les paradigmes. C'est pour ça que cette image inclusive naturalisante nous a semblé capitale, parce qu'on nous épargne du trouble de l'irréversible, l'architecture. Voilà, donc ça c'est la première type. Le deuxième type, bon, ben, on s'est amusé un peu. Hein. On s'est un peu amusé avec Thomas, on a fait plusieurs visualisations. Voilà. Donc, le deuxième type d'image, c'est une image transnarrative. Donc, on montre plusieurs images dans plusieurs temporalités et différents temps. Donc, notre premier essai, c'était celui-ci. On est parti d'une image naturelle, on l'a superposée à la ville et on imaginait une ville numérisée, une ville catastrophique. Voilà. Notre premier essai, qui disait si on ne fait pas ça, pour raconter des choses comme ça. Et la deuxième, elle était un peu plus content parce qu'on est parti de cette image, que c'est New York, d'accord. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire comme des couches successives des lectures. On pourrait retrouver notre ville normale, retrouver une ville naturalisée, alter-rurale, ou vraiment nouveau. Ah, pardon, là. Voilà. Et derrière, pourquoi pas une ville complètement data center, une data ville. Voilà, donc on s'est un peu abusé sur ça et on s'est dit pourquoi pas coexister ces 3 types de villes. Pourquoi il faut choisir un type de ville. Donc on laisse ouvert la question. On a appelé cette image une image escalaire parce qu'il nous présente plusieurs échelles de temps ou plusieurs échelles d'arrivée dans le paysage. Je veux dire. Voilà, donc voilà notre image transnarrative qu'on a produite pour ce colloque. Et voilà, donc le troisième exercice, je vais aller très vite. C'est le Citymaton, donc on a travaillé avec une agence de design qui s'appelle Blabla. Et en gros, je vous fais ça très vite. C'est un Citymaton, comme un photomaton, mais on répond à un questionnaire. Et selon le questionnaire, on a des images qui sortent. Donc voilà le questionnaire. Voilà, on a classifié ces questions entre collectif et individuel, il faudrait un peu plus de temps pour que je décrive, mais en gros, on demandait aux gens leur vie sur la ville de l'avenir dans le futur en tant que collectivité et en tant qu'activité personnelle, activité individuelle. Comment vous allez vous nourrir, comment vous allez travailler, où vous allez, que ça va être vos divertissements. Et puis de l'autre côté, est-ce que la ville va être énergétiquement pure, est-ce qu'elle va faire la mobilité, va influencer, bref. Donc 267 personnes, je crois, ils sont intervenus dans cet exercice et chacun a produit le test, ils ont fait chacun son test et ils ont fait différentes images. Et curieusement, il y a un énorme décalage entre l'image collective et l'image entre l'imaginaire collectif et l'imaginaire individuel. Donc pour les 4 exercices, je vais passer la vidéo. Donc il dure 1 minute 30. 1 minute, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui. Ouais, j'ai les conclusions.
Donc ça, c'est le travail collectif de notre agence à mètre carré avec Big Yes et la musicienne Alexopoulos et Wild Force Collectif. Voilà, donc je ne vais pas expliquer ça parce que vous l'avez déjà vu. Mais l'idée, c'est justement mettre en place tous ces différentes reliances entre différents objets, différentes choses que nous on trouve déliées et recréer un nouvel équilibre. Bon, je crois que la vidéo est très explicite là-dessus, je ne m'attarde pas. Non, là on doit conclure maintenant. Ok, bon, oui. C'est juste pour dire que je termine juste avec l'idée de devenir de la ville ne peut pas être dissocié de devenir l'architecte dans aucune manière et que ces points de vue qu'on aborde de façon très, très sommaire par rapport à ces exercices, ils doivent être les clés, l'axe de notre choix. Donc, ces choix qu'on parlait tout à l'heure, ces points de vue, celui qui arrive, qui habite, qui l'utilise, celui du milieu, qu'il faut interpréter, et c'est lui, les points de vue qui n'existent pas. Voilà. Bon, donc, merci ma belle Miranda. Donc, juste quelques mots on me dit qu'il n'est pas possible de poser des questions, parce que sinon Thierry Pacaud ne pourra pas avoir son temps de parole. Je voulais juste dire quelques mots de conclusion. J'en suis désolée pour vous. Il me semble que la philosophie est suffisamment généreuse pour que les architectes y jardinent, que les malentendus sont féconds et que ça leur permet justement de raconter une histoire, l'histoire du projet, et de pouvoir décider à la place des commanditaires qui ont déserté, qui n'ont plus absolument aucune idée. Oui, je vais évidemment... Alors, j'ai combien de temps? 10 minutes? Non, 20 minutes. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est très bien. Alors, je vais commencer par réagir à... Puisqu'il faut que je conclue, donc je vais réagir sur les 4 derniers exposés, très rapidement. Simplement, j'ai noté des mots comme ça par rapport à ce que j'ai entendu. Évidemment, il y a un mot qui n'a pas été prononcé. Il y a eu pluridisciplinaire, interdisciplinaire, transdisciplinaire. Bon, moi, j'ai écrit il y a 20 ans un papier qui s'appelait transdisciplinaire au sens de l'anthropologue, de ceux qui sont dépossédés de leur savoir parce qu'ils sont possédés par un autre savoir, donc ils entrent en transe. Mais depuis quelques années, je travaille plutôt sur l'indisciplinarité et l'indiscipline. Et donc, je suis de plus en plus convaincu que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'université est en train de mourir, et parce que précisément, elle est tuée par ces frontières disciplinaires, et qu'il nous faut inventer et mettre en œuvre une indisciplinarité. Donc, c'est un gros boulot, c'est un grand chantier. Je ferai comme Manola, je dirais s'il y a des étudiantes et étudiants qui veulent faire des thèses là-dessus, c'est un bon point. La deuxième remarque, alors évidemment, le premier exposé de Lola, je dis ça pour simplifier, à part inter, pluri, etc., a évoqué la notion de désir. Alors, la notion de désir, c'est une notion très intéressante parce qu'elle est très récente dans notre culture, dans notre vocabulaire, mais comme on l'utilise en permanence, on croit que c'est quelque chose qui a une longue histoire. Par exemple, chez Freud, le mot désir est très rare, par exemple. Bon, alors que, un peu banalement, on penserait au contraire que la psychanalyse va étudier la question du désir, le fait que le désir soit oublié, caché, dissimulé, etc. Non, les vraies questions fondamentales, c'était celle de l'envie, c'est-à-dire d'avoir envie de ce que l'autre a et que moi je n'ai pas. C'est la question du manque. Bon, mais on est dans tout à fait une autre dimension, mais qui est tout à fait passionnante, bien sûr. Il y a 4 mots en grec pour dire amour, et il n'y a pas nécessairement dans chacun cette dimension contemporaine du désir. Donc là aussi, il nous faudra nous repositionner, mais je vais au pas de course. Dans l'exposé d'Alice, que j'étais content de connaître enfin, parce que je n'avais pas pu aller à sa soutenance de thèse, et je m'en excuse à nouveau, auprès d'elle, elle lance ce mot d'ordre qui n'est pas d'elle, donc je peux l'attaquer là-dessus, de Deleuze, créer, c'est résister. Je ne le pense pas. Je pense que c'est aller un peu vite en besogne, ce serait tellement facile. Mais les systèmes politiques qui nous oppriment sont si puissants qu'on a beau créer, on a du mal à résister.
où ça suffit pas, du moins pour les renverser. Alors, dans son coin, oui, dans son coin tout seul, on peut résister en créant, mais on se met un peu hors du monde. Mais à partir du moment où on veut faire partie d'une société pour essayer d'impulser justement un mot qui a été dit depuis ce matin, aussi bien l'alter-ruralité qu'à l'alter-architecture, etc., c'est-à-dire inventer d'autres choses, des alternatives, on voit que là, on est quand même pas mal coincé. Je pense depuis peu de temps, du reste, j'avais pas ce point de vue un peu plus dur qu'aujourd'hui, il y a quelques années, je pense que l'architecture est tellement disciplinaire en majorité qu'elle n'a que faire de la philosophie, et la philosophie est tellement conformiste qu'elle a que faire d'une architecture libératrice. Il faut quand même lire les bouquins, voir les piles de livres dans les librairies sous l'appellation philosophique. C'est rarement un appel à la révolte, c'est rarement une philosophie de la rébellion, c'est plutôt une philosophie de la soumission. Et c'est ceux qui ont la parole à la télé, à la radio, je ne donnerai aucun nom. Enfin si, je peux en donner. Bon, si vous prenez tous ceux qui sont en tête de gondole, c'est un choix comme un autre. Luc Ferry, Comte Sponville, Roger Paul Droit, Michel Onfray, etc. Est-ce qu'ils parlent d'architecture? Est-ce qu'ils parlent de ville? Est-ce qu'ils parlent de la condition urbaine? Pas du tout. C'est pas du tout leur préoccupation. C'est aussi pour ça que moi je les lis pas. Bon, mais on a tellement d'autres auteurs à lire. On en a entendu depuis tout à l'heure des passionnants. Alors, sur l'utopie et l'hétérotopie, évidemment, je serais intarissable, mais je ne dirais rien, ou très peu de choses, parce que je travaille trop là-dedans depuis tellement d'années, qu'effectivement, je laisse de côté ce domaine-là, on en reparlera demain, mais par contre, alors, sur la petite maison de Le Corbusier, là, je suis en désaccord total. Et en fait, vous la politisez, et c'est votre vision de la petite maison de Le Corbusier. Je viens de rendre compte du livre de François Chalin, qui s'appelle Un Corbusier, où il y a les lettres de la mère de Le Corbusier qui n'arrête pas de tempester contre cette maison invivable, moche, qui fuit, qui est mal située, qui n'a pas de belle vue. Alors tout d'un coup, vous dites c'est l'inscription dans le paysage pour vous, mais pas pour elle qui habitait là, et c'était une punition. Donc elle grondait son fils en permanence en disant non mais merde, qu'est-ce que alors d'abord il les avait ruinés avec une première maison. Enfin bref, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Voilà, donc voilà, là aussi c'est très difficile. Ça montre la difficulté à apprécier un édifice, à apprécier un bâtiment, parce que vu de loin, il a évidemment énormément de qualité. Et puis, quand la Villa Savoie, comme vous le savez, est inhabitable. Bon, et Le Corbusier, après tellement d'années de conflits avec les propriétaires, a conclu en disant Madame Savoie, écoutez, vous avez qu'à mettre un livre d'or et à expliquer que vous avez pris le plus grand architecte du monde. Et puis on va excuser les fuites, les malfaçons, enfin, etc., etc. Bon, donc, non. Une maison architecturée, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est, à mon avis, évidemment, tout à fait autre chose. Bon, pour ma belle, elle m'avait envoyé son plan, je n'ai pas eu le temps de réagir avant, donc ce serait un peu dur de l'attaquer sur les deux premiers points, mais quand même, la représentation de l'architecte dans l'imaginaire collectif, je pense que ce n'est pas une bonne entrée. Parce qu'il n'y a pas d'imaginaire collectif, d'une part, et la représentation de l'architecte, alors on a vu, c'est un homme, hein, vous avez tous remarqué, bon, alors que la majorité des étudiants sont des étudiantes, bon, mais là c'est quand même un homme qui était montré sur les affiches, ma belle y est pour rien évidemment, et donc là je pense que c'est une question très difficile, celle de la représentation, parce que c'est celle plutôt de l'image, en fait. Je crois qu'elle voulait plutôt dire de l'image, plutôt que celle de rendre présent celui qui est absent, c'est-à-dire la représentation. Enfin bref, je laisse de côté. J'entre dans la conclusion que j'avais prévue, mais je vais aller assez vite. Voilà, c'est encore qui m'intéresse. Hein. Encore l'architecture, encore la philosophie. Et vous le savez tous, encore est un adverbe de temps qui indique le prolongement d'une action ou d'un sentiment. Ça dure encore, voilà, c'est pas fini, c'est encore en train, ou bien alors sa répétition, on en veut encore, hein, c'est du rab, on réclame du rab, on veut encore et encore de ça. Et parfois, évidemment, on pose même la question, mais encore, c'est-à-dire qu'on veut en savoir plus, on va en savoir davantage. Alors ça m'intéresse bien comme démarche, c'est un mot que j'aime beaucoup encore, parce que il est pas justement figé, statique, immobile, au contraire, il est l'inverse, il est quelque chose qui déborde un peu d'imprévu, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
hein, on en veut encore, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans, non pas dans l'indéfinition comme l'architecture chez Chris-Younes, mais dans l'illimitation, d'une certaine façon, là encore. Alors, j'avais repris évidemment les deux autres termes avant de rentrer dans ma propre position. Donc, c'est quoi l'architecture, c'est quoi la philosophie? Bon, l'architecture, effectivement, c'est encore, j'allais dire, l'art d'édifier. Alors, l'art d'édifier, évidemment, il y a des technologies nouvelles, il y a des modes de vie qui changent, mais les trois qualités de l'architecture émises par Vitruve se retrouvent chez Alberti avec d'autres mots, et puis d'une certaine façon continuent encore, oui, je reprends le terme, à nourrir, non pas l'imaginaire collectif, mais l'imaginaire de certains architectes. Donc on est encore dans cette dimension-là. Quant à la philosophie, le mot philosophie est très difficile, comme vous le savez, à comprendre, et on trouve chez Platon l'expression philomatia, qui désigne le fait d'apprendre, l'envie d'apprendre, qui est impulsée par la curiosité d'abord. Donc c'est ça qui vous incite à philosopher, c'est la curiosité, ensuite c'est l'étonnement, ça va des fois avec, et donc c'est le questionnement. Et évidemment, si vous mêlez les trois dans votre cheminement comme ça intellectuel, eh bien vous doutez à un moment donné. Donc on a là un quatrième élément constitutif de l'acte de philosopher, hein, donc la curiosité, l'étonnement, le questionnement et le doute. C'est très très important. Et ceci va vous permettre d'élaborer une théoria. Théoria en grec, c'est une vision, c'est une contemplation. Et là, bien souvent, on enseigne la philosophie, c'est-à-dire qu'on enseigne la manière dont les autres ont philosophé, mais nous, on ne philosophe pas. Enfin, il suffit d'aller en terminale, en France, où on a un enseignement de philosophie qui est plutôt un enseignement d'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'on dit aux étudiants, enfin aux lycéens, on va vous apprendre comment Platon, Spinoza, etc. pensaient. Et c'est très très rare, parce que ce n'est pas dans le programme, qu'on demande aux lycéens et lycéennes de philosopher sur leur propre existence, sur la barre HLM dans laquelle ils logent, sur le désir amoureux qu'ils ont pour un autre, etc., ou une autre. Bon, non, tout ça, on ne philosophe pas. Donc, on n'a pas cet apprentissage de la contemplation, ni de la recherche d'une vision du monde, d'une compréhension qui elle-même change. Et évidemment, vous avez compris que cette théoria débouche sur le connaître. Le connaître est donc un processus, un cheminement, mais qui vous change vous-même tout en vous faisant vous connaître. C'est-à-dire que le connaître, c'est aussi se connaître, et se connaître, c'est aussi reconnaître ce qu'on est en train peut-être d'exister. Ce qui fait que la philosophie, pour moi, est un art de vivre, fondamentalement, et non pas simplement une modalité de la pensée. Et donc, on n'est pas nombreux à penser ça, parce que, effectivement, on croit au contraire que la philosophie, que ça a été dit toute la journée, c'est l'invention de concepts. Non, non, c'est un art de vivre. Alors, c'est là où le sujet et le fait de rapprocher philosophie et architecture m'intéresse, c'est comment peut-on associer un art d'édifier et un art de vivre. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, ça a été dit, hein, il ne s'agit pas du tout de les combiner, parce que ce n'est pas du même registre. Par contre, je suggère que ce qu'il faudrait faire, c'est finalement les activer l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire les rendre solidaires, comme si chacun, finalement, d'eux dépendait de l'autre, pour se déployer généreusement, harmonieusement et pleinement. Alors, on aurait peut-être une architecture habitable qui sans cesse se nourrirait d'une philosophie, et la nourrirait, bien sûr, et de l'autre côté, une philosophie existentielle qui ne pourrait pas se manifester sans une architecture. Voilà, mais là, on en est à une piste, j'allais dire. Évidemment, je qualifie l'architecture d'habitable, donc vous voyez, c'est une question d'habitabilité, et je qualifie la philosophie d'existentielle. Donc ce n'est pas simplement une philosophie métaphysique, une philosophie phénoménologique, c'est une philosophie existentielle. Et aujourd'hui, je dirais même plutôt éco-existentielle. C'est-à-dire, je pense, enfin, je travaille là-dessus depuis quelques années, du reste, j'essaye de revisiter l'existentialisme qu'on a trop vite, à mes yeux, balayé, et je voudrais revisiter l'existentialisme à partir de ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire une pensée du vivant. Donc, un écho, mais écho c'est toujours un peu, peut-être avec un H dans ce cas-là, hein, un éco-existentialisme et non pas simplement un existentialisme.
Alors, sinon, évidemment, si on les associe comme ça, banalement, dans la presse ou dans un enseignement d'une école d'archi ou de la fac, c'est évident que sans cesse, l'architecture utilise des mots qui existent aussi en philosophie et qui pourraient être éclairés par ça. Mais c'est pas le sujet, je pense. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Sinon, ce serait sans fin, évidemment. On pourrait dire, voilà, il y a une exigence philosophique quand on veut penser l'habité, quand on veut penser l'habitat, quand on veut penser l'habitation. J'étais ici même, il y a 2 jours, à un colloque de l'ADEME sur la recherche et la question... alors, ils emploient les mots toxiques de développement durable, enfin bon, la question d'écologie. Il y a eu 7-8 exposés, j'intervenais comme aujourd'hui à la fin. Bon, j'étais en colère, donc j'ai dit, voilà, j'ai perdu une journée, j'ai rien appris. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça. J'ai dit, c'est un jargon, j'ai rien compris ce que vous avez raconté. Synergie, PPP, DD. Vous voyez, moi je croyais que DD c'était un copain. Non, pas du tout, c'est développement durable. Bon, ils ont tant des trucs comme ça incroyables, on n'y comprenait rien, et il n'y avait pas d'approche rétroprospective, il n'y avait pas d'interrogation conceptuelle non plus. Tout était finalement mis comme ça, encore, j'allais dire, dans du quantitatif et du fonctionnalisme. Alors, j'ai quand même pris, comme je parlais à la fin, j'avais cette chance, j'ai quand même rappelé que pour moi, l'écologie, et ça a été dit sans qu'on prononce le mot aujourd'hui, l'écologie pour moi, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une science, bien sûr, ça existe aussi, il y a des écologues, ok. Pour moi, l'écologie est avant tout une méthode. En grec, méthodos, odos, la voie, le chemin, le cheminement. Donc pour moi, l'écologie, c'est une méthode. C'est quelle méthode? C'est la méthode qui cherche à saisir les processus et en même temps les interrelations. Et d'une certaine manière, encore l'architecture, encore la philosophie, c'est ça pour moi. Et donc, on est dans du processuel, donc on est toujours dans du en cours, dans du en train. On n'est jamais dans quelque chose qui est défini, déterminé, et on est, évidemment, c'est ça l'autre aspect, mais très difficile, qui légitime mon indisciplinarité, qui est le fait que nous sommes dans l'interrelation. Je ne peux pas penser quelque chose que du point de vue de l'architecture, que du point de vue de la sociologie, que du point de vue de l'anthropologie. Je suis obligé, j'allais dire, et moi ça me réjouit, mais il y en a que ça rend furieux, je suis obligé d'entremêler des connaissances, surtout quand on étudie ce truc bizarre qu'on appelle la ville. Alors, je laisse de côté l'architecture, parce que, enfin, j'en dis un mot quand même, c'est qu'il y a quelques années, je proposais une définition qui était la suivante, à la suite de ma lecture de Maldinet et de Lévinas, je disais que l'architecture était l'attente d'une présence. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est-à-dire que j'associais cette question, cette définition de l'architecture comme attente d'une présence, c'est-à-dire comme quelque chose qui est en suspens, d'une certaine manière. En suspens de quoi? En suspens qu'il y ait en son sein des interactions. C'était ça que ça voulait dire. Et je ne savais pas trop comment analyser l'architecture, parce que je ne suis pas architecte. Mais lorsque j'ai créé la première émission de radio sur l'architecture, en 1996, Permis de construire, avant que, bien plus tard, François Chaland me remplace, je me disais, à chaque fois que je recevais des architectes, je me disais, mais comment je vais les questionner sur ce qu'ils font, sur leur savoir-faire, parce que, je connais mal. Alors, j'allais visiter, j'ai visité énormément de bâtiments, énormément de chantiers, et j'ai compris en lisant Louis Kahn que la question à poser pour essayer de saisir ce qu'était l'architecture, n'était pas pour qui vous avez construit, combien ça a coûté, la durée du chantier, pourquoi vous l'avez construit, mais la question du en quoi. C'est une question très difficile. Elle a été dite, entre autres par vous, en quoi ce bâtiment honore-t-il ce qu'il accueille? C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que, en quoi ce bâtiment, qui est un hôpital, par exemple, permet justement la guérison et permet au patient de reprendre force en lui-même, de reprendre goût à la vie, etc. Bon, de la même façon, c'est quoi une bibliothèque? Et la description était très juste, il faut qu'on puisse s'allonger, ça. La bibliothèque, c'est pas un lieu simplement de stockage, au contraire, c'est l'inverse. C'est un lieu de générosité. Et moi, je suis toujours sidéré d'aller dans une bibliothèque publique en France, on a l'impression qu'on pratique la rétention.
Vous arrivez à tout petit pas, vous semblez gêner la personne qui est derrière son truc, vous osez lui dire « je cherche tel livre de Chris Younes ». Bon, elle tape son truc, et elle vous dit, ou il vous dit, je ne vais pas personnaliser, bon, ben alors revenez cet après-midi, il a été prêté jusqu'à midi, bon, etc. Bon, donc, je dis ça toujours à mes doctorants, quand vous allez en bibliothèque, munissez-vous d'un livre. C'est ça le paradoxe, parce que vous allez être en attente, vous ne l'aurez pas tout de suite, et puis on va vous le donner du bout des doigts. C'est l'absence de générosité. Or, la bibliothèque, c'est le lieu même de la transmission, de la circulation, de la rencontre avec l'autre. Un autre qui est mort, Baudelaire, mais qui est un vieux copain, un autre qui habite au bout du monde, un autre qui pense autrement que moi. Et ça c'est quelque chose qui devrait faire vibrer le bâtiment lui-même. On devrait, en arrivant sur le trottoir, on devrait dire, tiens, là, il y a une bibliothèque. Et généralement, c'est des trucs froids. Enfin bref, bon. Alors, voilà la question de l'architecture. J'avais noté d'autres choses sur la bio, parce que la bioclimatique, je pense qu'il y a aujourd'hui des tas de choses passionnantes, avec des gens comme Philippe Ram et d'autres qu'on a édité avec Chris dans Alter Architecture Manifesto. Bon, des tas de jeunes expérimentations d'architecture qui se mettent à la température de l'extérieur, qui se transforment dans leur luminosité, etc., selon justement la climatique. La climatique est quelque chose d'essentiel qu'on a évidemment trop fréquemment associé à la météorologie. Non, la climatique, c'est pas la météo, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Alors, j'avais 3 points, je vais aller très très vite. Le deuxième point, c'est la ville. Alors, la ville, on en a parlé. Évidemment, en France, en français, c'est un mot piège parce que la ville, c'est plus de 2000 habitants. Donc voilà, donc pour nous, c'est un village, une bourgade, etc. Et puis Tokyo, 34 millions d'habitants, c'est aussi une ville. Donc on est prisonnier de cette idée-là. Et puis on sait, ça a été mentionné également ce matin, beaucoup pensent que la ville n'existe plus ou est en voie de disparition depuis des décennies, et que l'urbanisation planétaire qui est à l'œuvre aujourd'hui s'effectue souvent contre les villes ou sans villes. Alors, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, donc je repère évidemment la montée en puissance des gated communities, c'est-à-dire des enclaves résidentielles sécurisées, qui sont pour moi des non-villes. Alors évidemment, à chaque fois que je publie un bouquin, il y a toujours, à juste titre, un journaliste qui me dit « Oui, mais alors, s'il n'y a plus de villes, vous êtes pessimiste, vous êtes nostalgique de quoi? De Sienne, de Florence, vous ne l'avez pas angélisé, ces trucs-là. Mais c'est quoi la ville ?» Alors, évidemment, je dois trouver une réponse. Alors j'en ai trouvé une que je vous propose tout de suite, je vais très vite. La ville, c'est au moins la combinaison et l'exaltation de 3 qualités qui sont les suivantes: l'urbanité, la diversité et l'altérité. Alors, l'urbanité, alors on ne trouve pas l'urbanité en grec, même si Aristote approche cette notion avec un autre mot. On le trouve chez Cicéron, qui est donc un Romain, qui en latin invente la notion d'urbanitas. Et l'urbanitas qu'il invente, l'urbanité, c'est la maîtrise de la langue. Donc on est là dans le langage. Je maîtrise ma langue à tel point que je vais vers l'autre et que je suis accueillant. C'est-à-dire que je ne méprise pas, je ne me moque pas de celui qui parle moins bien que moi ma langue, qui serait encore un peu rustre, qui serait encore un peu dans la rusticité. Ouais, je prends les mots exprès un peu fort. Non, au contraire, je lui dis, viens, on va discuter le coup. Je suis tellement à l'aise, je suis tellement content d'être là que tu es des nôtres. Bon, donc l'urbanité est une qualité évidemment incroyable, une qualité culturelle, mais aussi existentielle, très forte. Et le mot est importé du latin en français par Guès de Balzac, ce qui n'est pas rien, parce que nous sommes au XVIIe siècle, et on voit très très bien qu'à cette époque, d'un côté, le pouvoir politique, qui sent vraisemblablement que c'est la fin de la monarchie, ou du moins en pressant plutôt quelque chose, et donc rassemble autour du monarque à Versailles la cour qui va inventer la courtoisie, et de l'autre côté, la ville, elle, qui est en opposition, invente l'urbanité. Donc on a bien là 2 pôles, enfin je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est des choses qu'il faut creuser. L'idée de diversité et d'altérité ont à voir avec un mot qui a été absolument pas prononcé aujourd'hui, je le regrette, qui est le vivant. Je suis de plus en plus persuadé qu'on ne peut pas penser des milieux à habiter, pour reprendre l'expression de Chris Younes, sans cesse essayer de combiner le vivant et l'humain, au lieu de les opposer ou de le subordonner l'un à l'autre. Beaucoup de philosophes, je pense à Dominique Bourg, qui est un ami, mais plein d'autres, essayent de réfléchir, ça a même commencé par Michel Serres il y a très longtemps, essayent de réfléchir à comment donner la parole à ceux et celles qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire la faune et la flore.
Comme le dit Aldo Léopold, il faut à un moment donné que l'on pense comme une montagne, l'on pense comme une forêt, et dans la ville, l'autre jour à un congrès des urbanistes, autre mot toxique, hein, l'urbanisme, je disais, voilà, essayons de penser comme un parking. Ça n'a pas été repris, mais enfin... je vais revenir à la charge là-dessus, penser comme un arbre, etc. Donc diversité et altérité montrent bien qu'on est là vers quelque chose qui est décisif. Pour moi, c'est que la ville, elle est composite. Elle est fondamentalement composite, même petite, la ville même petite est composite, et donc la diversité est son moteur. C'est-à-dire qu'une ville qui perd la diversité, donc une gated community, par exemple, où c'était dit ce matin, l'entre-soi, des trucs comme ça, là du coup, elle perd sa qualité de ville. Et du coup, presque nécessairement, elle perd l'urbanité. Et puis elle se contrefout de l'altérité. Donc on voit que les trois qualités de la ville ne tiennent plus. L'altérité, évidemment, elle est absolue. L'altérité est absolue. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement comme chez Zimmel, le fait que la présence d'un étranger est la garantie de ma propre différence, ça c'est vrai, mais en plus, il y a dans l'altérité, dans l'autre, quelque chose qui est inconnaissable. Et ça, il faut le répéter, l'inconnaissable n'est pas tragique. En français, le mot n'existe pas. Regardez dans le littré, ça n'existe pas, inconnaissable. Nous, en français, on est assez contents de nous, on a méconnaissable. Ou méconnaissance. Méconnaissance, ça veut dire que je ne connais pas, mais je vais connaître, il suffit que je m'y mette. Non, il y a une inconnaissance. Il y a une inconnaissance irréductible de l'autre. Et par exemple, on ne sera jamais, un bouddhiste, prenez ce que vous voulez, un témoin de Jéhovah, un chrétien, ne sera jamais ce qu'est la prière pour un musulman et réciproquement. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand je dis c'est inconnaissable, c'est qu'on aura beau faire cette espèce d'escroquerie intellectuelle qui s'appelait le dialogue des cultures, ou le dialogue interreligieux, tout ça, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Alors, disons-le franchement, marquons au contraire les différences. Souvenez-vous de François Julien, donc un helléniste, philosophe et sinologue français, qui longtemps a été connu et reconnu, et même apprécié comme une espèce d'auteur qui osait l'analyse comparée entre la Grèce et la Chine. Et moi, j'ai dévoré tous ses livres. Et puis là, depuis 2-3 ans, il dit « Monsieur Fourvoyer, c'est pas possible de comparer, c'est incomparable. Je ne peux pas comparer le chinois dans sa structure cognitive de langue idéographique et puis la langue alphabétique. C'est pas possible. Je ne peux pas comparer. » Alors tout d'un coup, il découvre que ce qui va lui permettre d'avancer et de connaître, et d'être sur le chemin du connaître et du connaître de lui et des autres, c'est non pas de repérer ce qui est semblable, mais ce qui les distingue. Donc il fait une approche différentialiste et non plus comparative. Alors ça, c'est très très fort, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que ce qu'il nous faut saisir, ce sont les écarts et non pas les ressemblances. Alors, et l'être urbain, dans ce cas, l'être urbain, eh bien là, je reprendrai les quelques rares philosophes qui se sont intéressés à l'être urbain. Il y a Georg Simmel, il y a Martin Heidegger, il y a Gaston Bachelard, Merleau-Ponty, il n'y en a pas tant que ça, puis après les autres ont repris toujours, du reste en les recitant, mais ce qui est intéressant, c'est que quand Heidegger s'intéresse à l'être urbain, sur une de ses dimensions, il va lire un éthologue, et pas n'importe lequel, Jacob von Uexküll, qui publie en 1909 un de ses premiers grands livres, qui est repris, commenté l'année universitaire 1929 par Heidegger dans un de ses cours, et donc on voit bien que tout d'un coup, ceci va nourrir ensuite Deleuze, Guattari et d'autres, ou tout d'un coup, aujourd'hui, par exemple, je n'ouvre plus une thèse d'architecture et d'urbanisme sans trouver Uexküll, à tous les coups. Tant mieux, je m'en réjouis. Mais des fois, je doute qu'il ait été lu dans le texte, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est plutôt quelques citations qu'on reprend comme ça pour dire, voilà, il y a le monde des papillons qui n'est pas le monde des éléphants, et puis, alors après, ils reprennent Heidegger, l'animal est pauvre en monde, à dire, il s'est trompé, taratata. Non, c'est pas comme ça, il faut, comme toujours, ça nécessite énormément de travail que de penser. Il faut lire, il faut comparer, et il faut différencier. Vous voyez, donc on est dans des choses excessivement difficiles. Donc, l'être urbain, pour moi, après ces lectures-là, il a au moins 3 qualités. Il est relationnel, situationnel et sensoriel.
Je vais commencer par situationnel, c'est le plus intéressant. Il est situationnel, chacun d'entre nous se situe. Attention, ça ne veut pas dire qu'on veut s'enraciner, vous voyez, ce discours de l'enracinement, j'ai une demeure, je suis depuis X générations, lorrain, alsacien, etc. Non, mais on se situe, même dans la data city qui arrive, nous avons, nous tous, déjà une adresse mail. Donc on a plusieurs adresses, on a plusieurs territorialités, si vous voulez, à la fois virtuelles ou réelles. C'est ça la situation. Donc on est situationnel. On est relationnel. Alors c'est pas par hasard non plus. Vous voyez que Sartre intitule ses recueils d'articles Situation 1, Situation 2. Vous voyez, on est dans ce même registre de vocabulaire, hein, de cette même proximité. L'être humain est relationnel. On pourrait le dire autrement. On pourrait dire communicationnel, mais je préfère dire relationnel. Alors là, je fais référence bien sûr à ce texte tout petit mais tellement riche de Georg Simmel, Le pont et porte, un texte de 1909, dans lequel il donne cette définition de l'être humain. Il dit l'être humain, c'est l'être frontière qui n'a plus de frontières. Alors c'est une phrase magnifique, très difficile à comprendre, je n'ai pas le temps de rentrer dans l'analyse, mais je l'ai décortiqué dans tous les sens pendant plusieurs années dans un séminaire. Ça veut tout simplement dire que l'être humain est un être de liaison. Nous existons dans la relation, même si la relation n'est pas effective. La possibilité même de relation est décisive pour que l'être humain puisse exister, et pas simplement vivre. Et donc, il est en train de se lier. Et s'il se lie, il se délie. Nous sommes en permanence en train de créer des liaisons pour mieux nous délier d'autres, voyez. Et donc ça c'est quelque chose de très très important, on le vit quotidiennement mais on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est quasi spontané. Moi ça m'est arrivé l'autre jour, par exemple, je croise un ancien étudiant dans le métropolitain, on discute 5 minutes et je lui dis alors vous êtes toujours avec enfin en relation pardon, pas avec vous voyez toujours un tel et ils étaient 2 gars inséparables. Et il ne comprenait plus, il cherchait. Ah non, bah non. Voilà, donc j'ai compris qu'ils s'étaient déliés. Ah bah, bon, donc on est toujours en train de se délier et pour mieux se lier. Voilà. Et alors amoureusement, évidemment, c'est très compliqué d'entretenir plusieurs liaisons. Enfin, bon. Donc on voit bien qu'on est l'être de liaison et de déliaison. Et la langue, vous voyez, là aussi, la langue est importante dans la communication. On a besoin, nous sommes des gens de parole et pas seulement des gens qui parlons. Nous ne sommes pas seulement parlants, nous sommes de parole, et bien souvent, on essaye de délier les langues. Vous voyez, on a même cette expression-là dans notre vocabulaire. Et puis, le dernier point, sensoriel, ça c'est quelque chose que j'avais abordé lorsque j'ai fait mon livre sur le décor urbain, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire où j'étudiais chacun des 5 sens. À l'époque, je n'avais pas encore lu Alain Berthoz, donc je pensais qu'il n'y avait que 5 sens. Maintenant, je suis convaincu qu'il y en a 6, évidemment. Il y a nos 5 sens que vous connaissez tous, plus le mouvement, et ce qui fait que nos 5 sens et nos 6 sens sont toujours en interférence les uns avec les autres, mais que nous sommes des êtres sensoriels et nous réclamons une architecture sensorielle, un paysage sensoriel ou polysensoriel, et on ne l'a pas. Enfin, on est excessivement gêné par un habitat standardisé qui ne nous permet pas d'activer nos sens et ainsi de nous révéler à nous-mêmes ce qu'on est. Et puis, je terminerai là-dessus, puisque c'est un peu l'appel que je lancerai, c'est qu'il nous faudra inventer une éco, comme il y a une écosophie, une écosophie urbaine, une écosophie architecturale. Enfin, d'une certaine manière, ça va un peu de soi. L'écologie, je le répète, est avant tout une méthode, et donc c'est par cette méthode, peut-être, qu'on pourra relier et délier en permanence architecture et philosophie. Voilà.